Bonjour et bienvenue dans Nouveau Chapitre, le podcast de Joli Bump. Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de Joli Bump, première marque française qui propose une mode durable à porter avant, pendant et après la grossesse. J'ai créé cette marque suite à ma propre grossesse, avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité, par mes vêtements, mais aussi en créant du sens vis-à-vis de ce sujet intense et vibrant. Ce podcast, c'est le blog audio de Joli Bump. Dans chaque épisode, je reçois une femme pour l'interroger sur sa vision et son vécu de la maternité, sur la relation de la femme qu'elle est à la maman qu'elle est devenue et sur la transmission. Si vous souhaitez découvrir Joli Bump, rendez-vous sur notre site internet jolibump.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, un bon d'achat de 10 € vous est offert avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau Chapitre. Donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Juliette Lévy. Bonjour Juliette. Bonjour Marie. Juliette, est-ce que tu peux commencer par te présenter pour qu'on apprenne à mieux te connaître ? Oui, alors je m'appelle Juliette Lévy, j'ai 32 ans. Je suis la fondatrice de Oh My Cream, qui est une chaîne de concept store beauté dédiée à une beauté alternative, donc à la fois plus clean, plus experte, plus inspirante aussi. Je suis mariée à Jonathan depuis 2 ans et je suis la maman d'un petit Solal qui a demain 6 mois. Demain, ah super. Et alors du coup, on va commencer dans le vif du sujet. On va parler effectivement de ton histoire de maternité. Donc je voulais savoir comment est né ton désir d'enfant. Est-ce que tu as toujours eu envie d'avoir des enfants ? C'est un peu la question rituelle. Ouais. Alors c'est un grand paradoxe parce que j'ai vraiment le souvenir d'avoir toujours voulu être maman. C'est quelque chose qui a toujours été très naturel pour moi. J'ai toujours été d'une certaine façon un peu maternelle avec je viens d'une très très grande famille, donc j'ai 3 frères, 3 petits frères, je suis l'aînée. Je me suis toujours beaucoup occupée d'eux, je me suis toujours beaucoup occupée de mes cousins, mes cousines, du côté de mon père comme de ma mère. C'est des énormes familles à rallonge, recomposées dans tous les sens, et donc j'ai un peu été élevée dans des tribus et j'ai toujours adoré ça. Et c'est très rigolo parce que dans mon entourage, que ce soit les amis ou la famille, tout le monde a toujours pensé d'ailleurs que j'aurais des gamins hyper jeunes, parce que j'adorais ça, que dès que j'ai été en âge de faire des babysitting, j'en ai fait mais des tonnes et des tonnes jusqu'à très très tard. J'en faisais même quand je commençais à monter ma boîte parce qu'il fallait bien gagner des sous et que je pouvais pas me payer. Je faisais ça et des cours de maths, donc j'ai toujours adoré les enfants. Après, c'est rigolo parce que plus j'ai grandi, plus j'ai été en âge finalement d'avoir des enfants, et plus j'ai pris un peu de distance par rapport à tout ça, pour plein de raisons. Je pense que tout d'un coup, ça me stressait un peu. Tout d'un coup, je me disais, oulala, mais tu vois, j'ai grandi avec une mère qui était très très pisse sur tous ces sujets. Pour elle, avoir des gamins, c'était hyper facile. Tu vois, quand je lui posais des questions sur l'accouchement, est-ce que c'est dur, est-ce que ça fait mal, elle me disait, oh bah tu vois, quand t'as une gastro, bon bah c'est une gastro un peu plus quoi, ça fait le même genre de mal au bide. Bon, tu vois un peu l'univers dans lequel tu grandis. Ouais, je vois. Et en fait, plus j'ai avancé en âge et plus je me suis rendu compte que c'était peut-être pas aussi simple, aussi évident. Plus j'ai eu aussi envie de profiter avec mon mec que j'ai rencontré très jeune. Je l'ai rencontré à 20 ans, Jonathan, qui est devenu mon mari. Et en fait, on avait tous les deux nos boîtes, nos vies, enfin. Et je me suis retrouvée à finalement avancer en âge, avoir des copines qui avaient des enfants et moi à pas tellement me sentir concernée par le sujet. Et plus j'arrivais proche de l'âge où il fallait que je me sente un peu concernée, plus je me disais oulala, ça fait peur. Et finalement j'ai fini par y aller parce que mon mec, pour le coup, voulait être papa. Dans son idéal, il aurait voulu d'ailleurs être papa plus jeune. Il a le même âge que moi, donc tu vois, il a un an de plus. Lui, il a été papa à 33 ans, moi à 32. D'accord. Lui, il commençait un peu à me tanner sérieusement, etc. Et bon, je lui ai fait comprendre que moi, ça passait d'abord par la case mariage avant de faire des bébés. Je suis assez traditionnelle dans mes schémas. Voilà, bon, je l'assume. J'avais besoin d'avoir mon mariage de princesse avant d'avoir mes bébés. Mais voilà, c'est plutôt lui qui a poussé. D'accord. Et je dirais pas que j'y suis allée à reculons parce que, en fait, j'avais au fond de moi la conviction intime que ce serait extraordinaire parce que j'ai tellement grandi là-dedans que je savais que ce serait génial, mais j'ai toujours été très angoissée par les changements en général. Ouais. Et le bébé, je pense qu'on a toute conscience que c'est un gros chamboulement, et je me disais oulala, j'y vais mais j'ai peur, et donc j'ai eu besoin d'être un petit peu poussée au cul par mon mari qui m'a dit bon allez, là faut y aller, surtout que lui comme moi finalement on n'avait pas envie d'y aller trop tôt, on avait envie de profiter, mais on avait malgré tout envie d'une famille assez nombreuse. Alors lui, il veut
plein de bébés. Et moi, je pense que j'en veux, 3, allez, peut-être 4 si on pousse très loin, voilà. Ah ouais. Alors, avant, je t'aurais dit 4. Maintenant, je me dis, bon, allez, 3, c'est déjà un beau challenge. Objectif famille nombreuse. Objectif famille nombreuse, parce qu'on aime tous les deux ça. Donc, c'est aussi pour ça qu'on s'est dit, bon, allez, il y a un moment, faut s'y mettre. Bien sûr. Moi, j'avais conscience qu'en fait, on n'est jamais complètement prête. En tout cas, connaissant ma personnalité. Non, mais c'est clair. Je savais que j'aurais toujours un petit peu peur, comme tout, et que donc, il y avait un moment, fallait se lancer, pas trop réfléchir et se dire que j'avais confiance au fond dans le fait que ça se passerait bien. Ouais, c'est la décision finalement pour laquelle il faut la moins réfléchir de toute la vie, je crois. Tout le monde le dit, qu'on n'est jamais prêt, que c'est jamais le bon moment. J'en avais vraiment, alors là, à 100% confiance. Ouais. Donc je me suis dit, allez, go, c'est parti. Après le mariage, j'ai arrêté la pilule, je tombe enceinte tout de suite et trop cool. Et voilà. Est-ce que le fait de diriger une entreprise en pleine croissance comme Oh My Cream, tu penses que ça a eu un impact aussi peut-être sur le moment en fait de mettre en route le bébé, parce qu'on sait que c'est pas forcément évident. Donc est-ce que tu penses que ça a eu un impact là-dessus? Alors je pense que ça a eu un impact, mais très inconscient. D'accord. C'est-à-dire que j'ai comme je te dis, j'avais pas envie depuis des années de faire un bébé, et donc je me suis pas dit si j'en avais envie, je pense que je l'aurais peut-être pas fait les premières années. Enfin, après coup, je me dis heureusement que je l'ai pas fait les premières années d'existence de la boîte, parce que je pense que c'est pas facile. On en parlait tout à l'heure. Toi, tu l'as fait, et je pense que c'est un vrai défi. Mais en fait, pour moi, c'est plus que la question s'est pas tellement posée. Oui. On était tous les deux. Mon mec a monté plusieurs boîtes, et on était tous les deux dans l'entrepreneuriat. Qui d'une part te demande beaucoup d'énergie, t'empêche finalement par la force des choses de te poser pas mal de questions, et te donne une telle dose d'adrénaline, d'épanouissement, que je pense aussi ça retarde la question des enfants qui viendraient peut-être un petit peu plus tôt si on est moins happé par le travail. Moi je t'avoue, je me suis pas trop posé la question. Et en fait, au moment où la question s'est posée, il se trouve que c'était un stade de la boîte où c'était plus un obstacle aussi, pour moi. Alors pour lui, c'était un peu plus compliqué, ça a généré un peu plus de questions, mais il a tendance globalement à se poser moins de questions que moi. Donc ça l'a pas du tout arrêté. Et puis il savait aussi, comme tout le monde le dit, que c'est jamais vraiment le bon moment, et que on trouverait des solutions. On est tous les deux assez orientés solutions et pas problème, donc voilà. Mais disons que à ce stade-là, c'était plus un obstacle, et je suis bien contente, parce que j'aurais eu du mal à faire face au grand dilemme quelques années plus tôt de est-ce que je pense que je l'aurais fait quand même, et j'aurais fait le bébé, parce que je pense que quand on en a envie, c'est assez irrépressible, mais ça aurait posé beaucoup plus de problèmes que après 6 ou 7 ans d'existence de boîte. Après, c'est sûr que c'est jamais complètement neutre. Tu vois, quand je dis que c'est jamais le bon moment, moi je suis tombée enceinte au moment pile, donc c'était pas calculé. Je pensais tomber enceinte un peu plus tard, sans rentrer dans les détails. Je voulais pas forcément que ça tombe tout de suite, mais j'avais conscience qu'aussi quand ça fait 15 ans que tu prends la pilule, bien sûr. Fallait peut-être un petit temps pour que les choses se remettent en place. Bon, ça n'a pas été mon cas, et tant mieux, j'en suis hyper contente. C'est une chance. Mais il n'empêche que c'est tombé pile au moment où je lançais une grosse levée de fonds pour la boîte. Donc ça a quand même posé pas mal de questions. Est-ce que tu le dis, à quel stade tu le dis? Parce qu'il y a un côté aussi, prendre les gens en traite, je trouve, à attendre les fameux 3-4 mois. Oui. Parce qu'en fait, tu pars dans une levée de fonds, et moi je pensais que, résultat, les gens allaient être un peu déroutés du fait que j'ai fait un bébé en même temps. Ça pouvait sembler très contradictoire. Donc c'est sûr que la boîte a posé des questions, mais finalement, tu vois, sans jamais que la question se pose en des termes de est-ce que résultat je le fais ou je le fais pas, sans que ce soit un obstacle finalement, quoi. Voilà, ça forcément ça te met des contraintes, ça te force à te poser des questions d'organisation, de qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, comment je le fais, à quel rythme je le fais. Mais finalement, moi, pendant tout le stade de la grossesse, j'étais en levée de fonds, il y avait énormément de boulot dans la boîte, mais j'ai eu la chance d'avoir une grossesse assez simple, qui s'est plutôt très bien passée. Comme tout le monde, j'ai eu un peu des nausées au premier trimestre, c'était pas très rigolo. J'ai eu un petit décollement, pareil, à 2 ou 3 mois, je sais plus, qui m'a forcé à rester alitée 2 semaines. Mais tu vois, j'ai pas eu la sensation que ça me mette des bâtons dans les roues. J'étais pas trop fatiguée, même à la fin. C'est même après coup, tu vois, que mon frère m'a envoyé un article ou un podcast, je sais plus, sur une nana qui disait je suis enceinte de 8 mois et je viens de closer ma levée de fonds. Je disais c'est marrant, moi aussi. et en fait, sur le moment, je m'en suis pas rendu compte, et ça s'est fait un peu tout seul. Parce qu'au final, si t'as une grossesse simple, et encore une fois, à la condition que ce soit une grossesse simple, et je pense que j'ai eu beaucoup de bol de ce côté-là, si t'es pas trop fatiguée, etc., j'avais un gros bide, j'avais plus chaud en plein mois de juin que les autres, mais
fondamentalement, j'ai pas eu la sensation que ce soit un vrai gros paramètre, tu vois, qui modifie mon orga, mon rythme de travail. Enfin, je me suis posé beaucoup plus de questions pour le coup après sur la gestion du congé mat que sur la grossesse au sens large, où finalement, levée de fond, pas levée de fond, rythme intense ou pas, ça se faisait plus ou moins comme d'habitude, quoi. Mais justement, je voulais t'en parler parce que je savais du coup que t'avais levé des fonds en même temps que, jusqu'à tes 8 mois de grossesse que tu disais. Ce qui est assez, t'as peut-être lu un article là-dessus, mais moi c'est quand même pas très courant, donc je voulais rentrer un peu dans le détail là-dessus avec toi. Donc effectivement, du coup, parce qu'on sait que une levée de fonds, c'est énormément de travail, donc des business à faire, potentiellement des petites nocturnes, des trucs comme ça. Ouais. Donc voilà, donc toi niveau forme, t'as tenu le coup, tu t'es organisé comme d'habitude, c'est ça? Je me suis organisée à peu près comme d'habitude. Alors après c'était la 4e, donc je savais un petit peu à quelle sauce j'allais être mangée. Donc c'était un exercice qu'on commençait un petit peu à maîtriser. Et après, déjà la grosse différence par rapport aux précédentes levées de fonds, c'est que j'étais super entourée. J'avais une responsable administrative et financière, Marion, qui pour le coup à date là est en congé mat de ses jumeaux, elle. C'est marrant. Mais donc on a eu du bol, on n'a pas été enceinte en même temps, et donc elle m'a énormément aidée. Enfin, en fait, pour faire les business plans, pour voilà. Après moi j'avais à assurer les rendez-vous, le roadshow des fonds, mais c'est un exercice qui moi m'énergise, m'électrise, m'excite tellement que je pense aussi que ça a détourné mon attention de la fatigue que j'avais objectivement, je pense pas énormément non plus. Et puis surtout, j'ai toujours eu une façon de gérer où surtout dans les dernières années où je m'écoute beaucoup. Donc en fait, il y avait des semaines hyper intenses où il fallait enchaîner dans la même journée peut-être 2 ou 3 fonds. Alors ça paraît pas beaucoup, mais quand tu sors d'un rendez-vous avec un fond, surtout les premiers, où tu dois pitcher, où tu dois tout donner, où tout d'un coup, en l'espace de 2 heures, il faut immerger les gens dans ton univers, il faut les convaincre de ton énergie, de la puissance de ton concept, de la force de ton équipe, enfin... Tu donnes absolument tout, tu sors de ces rendez-vous. Moi, j'avais besoin de me poser un quart d'heure dans ma voiture pour juste laisser le truc redescendre, presque reprendre mon souffle. Et puis, je suis pas dans le tiède, j'ai l'habitude de pas faire les choses à moitié. Donc, quand j'y vais à fond. Je sais pas économiser mon énergie, tu vois. Ce qui est un vrai défaut, je pense. Enfin, une qualité dans certains cas, mais aussi un défaut. Et donc, je sais pas y aller à moitié. Donc, j'y allais à fond. Quand j'en avais un deuxième dans la journée, le soir, j'étais rétamée. Mais j'ai aussi toujours fonctionné comme ça, globalement, dans ma boîte. Quand je sens que la cocotte minute va exploser et que j'en peux plus, et évidemment, il y a eu des moments comme ça. Mais en fait, j'en avais déjà fait l'expérience avant la grossesse. Donc, c'est juste que ton seuil de tolérance est pas toujours le même, parce qu'il y a des moments où tu es plus fatigué. Mais j'avais déjà eu l'habitude de gérer des fortes doses de fatigue, des fortes doses de... Alors, pas de stress, parce que je suis quelqu'un qui suis pas très sensible au stress, mais et ça je pense que c'est une grosse qualité, très très cool. Donc je me sens jamais stressée ou débordée par ça. Par contre, je peux me sentir très fatiguée, je peux sentir qu'on m'a pompé toute mon énergie et que j'en ai plus le soir. Mais je suis habituée à gérer ça, c'est-à-dire que le soir, avec mon mec, on rentre et il y a des soirs, on sait l'un comme l'autre que on est trop fatigué. Donc en fait, alors ça peut paraître glauque pour certaines personnes, mais nous on est habitués à ça. C'est des soirs où je vais pas parler, où je vais lui dire attends là j'ai besoin d'être seule, en fait je n'en peux plus parler. Et je vais aller dans la salle de bain, je vais me prendre mon bain, je vais me faire livrer des sushis, je vais les bouffer dans mon bain avec une série, avec une bonne bougie allumée et plein de mousse partout. Et en fait, j'ai appris à savoir comment me ressourcer. Et donc ça peut m'arriver aussi, en levée de fond ou pas levée de fond, enceinte ou pas enceinte, de me dire là en fait j'en peux plus. J'ai toujours des agendas qui sont un peu bookés, on va dire, pour les 2 prochaines ou 3 prochaines semaines. Mais je dis, ok, là, dans 3 semaines, en fait, je mets un vendredi complètement grisé dans l'agenda. Et là, je vais aller me faire un spa ou juste, je vais dormir, loser chez moi toute la journée. Et je vais couper mon téléphone. Et ça, c'est un truc que je m'autorisais pas tellement au début. Et maintenant, j'ai compris que j'en avais besoin. Et là, pendant cette période de levée de fond de grossesse, j'avais des gros coups de run. Et résultat, je savais qu'il fallait que je me ménage tout d'un coup des journées où il se passait rien du tout. Et moi, en l'espace d'une journée, j'arrive à recharger les batteries. J'arrive maintenant à plus culpabiliser. Je sais que c'est ce dont j'ai besoin pour être performante au boulot le reste du temps. Donc je l'ai fait. Et résultat, comme toutes les épreuves qu'on a pu connaître chez Oh My Cream, ça m'a pas semblé en fait en être une. Ça m'a pas semblé si difficile parce que j'ai accepté que pour donner des gros coups d'accélérateur,
il faut savoir lever le pied complètement, et moi je fonctionne comme ça, c'est tout ou rien. Donc des gros coups de bourre et des moments où il se passe plus rien pour recharger les batteries, et dans ces conditions, résultat, ça a été ça s'est passé quoi. Possible. Ouais. Et là où j'ai eu du bol pour le coup, c'est qu'on a closé cette levée de fonds vraiment, je crois que c'était peut-être un mois et demi avant la date du terme. Pour le coup, si ça avait été décalé, tu vois, parce que c'est un pur hasard, parce qu'une levée de fonds ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 12 mois, tu vois, je l'ai attaqué quand je suis tombée enceinte, donc en novembre 2018, on a closé en juin-juillet 2019. Ce qui est assez rapide. C'est quand même, c'est relativement court, mais c'est assez génial. Enfin, je te dis ça, j'ai eu beaucoup de chance que ça s'arrête un mois et demi avant, parce qu'en fait, si ça s'était pas arrêté, là, je serais pas dans le même état et j'aurais pas le même discours aujourd'hui. Enfin, et donc c'est là où je te dis. Dans mon cas très particulier, ça a été tout à fait faisable et gérable. J'aurais dû closer 3 semaines après avoir accouché. Franchement, je pense que ça aurait été trop compliqué. Et c'est le risque quand tu lances une levée de fonds enceinte, c'est que tu sais pas quand ça va se finir. Donc, j'ai eu un gros coup de bol, qui je pense n'en est pas complètement un, parce que bien sûr, tu fais aussi en sorte que ça s'arrête avant qu'il ne soit trop tard. Ouais. Mais je pense que si t'as pas le choix, que ça se prolonge, et là, je pense que c'est vraiment une autre histoire et pas simple. Et ça, je peux pas en parler parce que je l'ai pas vécu, et je suis bien contente de pas l'avoir vécu et de pas avoir eu à gérer ça. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, alors qu'est-ce que t'as fait? Du coup, tu l'as dit tout de suite que t'étais enceinte. Enfin, comment ça s'est passé? Est-ce que t'as senti que les gens étaient bienveillants par rapport à ça? Ou est-ce que... alors, c'était compliqué parce que... mais en fait, à cause de ce décollement qui m'a obligée d'être alitée 2 semaines avant les 3 mois... Décollement du placenta, c'est ça? Ouais, alors c'est avant que ce soit le placenta, je sais même plus comment ça s'appelle. Bon. Ouais, j'ai fait un décollement, je crois, à peu près 2 mois. Donc en fait, ça m'a obligée d'une certaine façon à le dire publiquement un peu plus tôt que ce que j'aurais espéré. Donc dans mes équipes, il y avait évidemment les personnes clés qui étaient au courant, et mes investisseurs historiques en fait, qui donc m'accompagnaient aussi un peu dans la levée de fonds. C'est pareil, je leur ai dit, parce qu'en fait tout d'un coup j'ai dû décaler des rendez-vous qui malgré tout étaient assez urgents, donc ils auraient absolument pas compris que je le fasse si je leur avais pas expliqué qu'en gros j'avais pas trop le choix. Réaction hyper bienveillante, je pense que c'est comme tout, on appréhende vachement de le dire, et en fait tout dépend aussi de la façon dont on l'amène. C'est-à-dire que moi je me disais, alors je leur ai tout de suite dit, est-ce que je le dis au fond avec lesquels on entame un process ou pas? Je dis en fait j'ai à la fois envie d'être transparente, parce que c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné chez Oh My Cream, on est vachement dans la transparence, et je me dis il y a un côté bizarre à le cacher, et à la fois de le dire trop tôt et de le dire un peu comme si c'était un énorme sujet, ça en ferait un énorme sujet, alors que à mes yeux ça ne l'était pas. Enfin, c'était mon sujet, c'était à moi d'organiser mon truc, mais évidemment que je ferais en sorte que ça n'impacte pas négativement la boîte, parce que je suis pas folle. Enfin, ma boîte c'est quand même aussi mon bébé, et voilà, j'ai un sens des responsabilités qui fait que je vais pas tout envoyer balader, ou que je vais pas me permettre de compromettre ça, encore moins en période de levée de fonds. Donc je sais même plus très bien comment ça s'est passé. Je crois que j'ai fait en sorte de le dire de la façon la plus décomplexée possible, pour que les gens inconsciemment comprennent que ça ne serait pas un sujet au sens où ça l'est, parce que c'est évidemment très important et c'était un truc énorme pour moi, mais ce serait pas un sujet au sens ça n'aurait pas d'impact négatif. Donc je me souviens que en tout cas déjà ça a commencé un petit peu à se voir. Donc, tu vois, je faisais en sorte que ça se voit, je faisais pas en sorte de le cacher. Alors c'était la petite ceinture au-dessus du ventre, voilà. Et je me souviens très bien comment je l'ai annoncé au fonds Experience Capital Partners, qui finalement est le fonds avec lequel j'ai levé. On était à un déj, et puis je sais plus ce que j'ai dit, ils avaient commandé à manger pour tout le monde. C'était le jour où je devais pitcher devant les 12 personnes de leur équipe, et j'ai dit de façon très naturelle, ah oui non, ça je peux pas manger parce que je suis enceinte là. Et alors là il y avait pas mal de filles pour le coup dans le fond, ce qui est assez atypique. Elles ont dit ah génial, félicitations. Je dis oui super, ouais je suis très contente. Bah écoute oui ça fait 3 mois. J'ai essayé d'en faire un sujet naturel. Exactement. Et en fait en faisant comme ça, les gens le prenaient comme ça. Et résultat, à tous les rendez-vous où je les voyais, ils étaient hyper bienveillants. Ils disaient alors, comment ça va? Pas trop fatigué? Et je disais la vérité sans trop rentrer dans les détails. Je disais, bah oui, là, ce matin, ouais, je me sentais pas au top. Mais au final, ça va. Ou oui, je suis fatiguée, mais bon, ça va, ça se gère. Puis si je suis fatiguée, je me repose. Enfin... Et je pense que j'ai été entourée de gens particulièrement bienveillants, mais que t'attires aussi la bienveillance, et t'attires aussi ce que tu dégages. C'est-à-dire que je pense que j'ai pas laissé de place non plus
J'ai pas dit d'ailleurs ça vous pose pas problème. Oui. Enfin, tu vois, tu t'es pas excusée quoi. Ouais. Non, je me suis pas excusée évidemment, d'être enceinte, ça paraît et évident, mais j'ai fait la place qu'il fallait oui. à cet événement qui en était un, mais qui allait pas non plus prendre une place démesurée dans un domaine où ça devait pas prendre une place démesurée, à savoir le boulot. Et... Ouais. Super, c'est cool. Voilà. Et du coup, avec toutes ces émotions, enfin, t'as accouché à terme ou Alors ouais, j'ai accouché même post-terme. Alors tu vois, j'avais qu'une marrant. angoisse, c'est que toutes mes copines accouchaient avant et tout, et j'avais l'angoisse d'accoucher avant, parce que sur la fin, j'ai commencé à me poser sérieusement la question de ce fichu congé maternité, qui je trouve est pas simple à gérer. Oui, c'est vrai, il y en a un avant. Oui, je suis bête. Il y en a un avant aussi, c'est vrai. Et en fait, j'ai beaucoup culpabilisé parce qu'en fait, au fond de moi, j'avais vraiment envie de ce congé mat. Tu vois, je me suis dit, en fait, j'ai envie de profiter, c'est une période géniale, j'ai envie de passer du temps à faire ma chambre de bébé. Enfin, moi, j'étais à la fois très, très angoissée de ce bébé qui allait arriver parce que j'écoutais plein de choses, plein de podcasts qui sont géniaux parce que ils décomplexent vachement tous ces sujets, ils libèrent énormément la parole et à la fois, on a énormément d'informations, dont certaines qui sont forcément, quand on n'a pas vécu le truc, un peu anxiogène. Évidemment. Et j'étais hyper stressée et donc j'avais vachement envie de me préparer. Moi, je suis de nature super obsessionnelle. J'ai besoin de tout lire sur les sujets. J'ai passé 9 mois à tout lire, tout. Je pense que je me suis enfilé toutes les vidéos YouTube des maternelles. J'ai lu tous les bouquins qui pouvaient exister. C'est comme dans les décisions professionnelles. Moi, j'ai besoin d'entendre tous les avis avant de prendre ma décision, sachant que parfois la décision, elle est aux antipodes des avis que j'ai pu entendre. Mais j'ai besoin d'entendre ces avis, tu vois. Pour le congé mat, c'était un petit peu pareil, tu vois. Donc, j'entendais dans les podcasts des nanas qui prenaient pas du tout de congé mat. J'entendais des nanas qui disaient attention, faut pas passer à côté. Et j'avais vachement de mal à me faire un avis. Au fond de moi, j'en avais très très envie. Je pense que j'avais envie de goûter à ces 4 mois que pour moi, de profiter à fond de ce bébé qui m'angoissait énormément, mais dont j'avais la conviction au fond de moi que j'allais m'éclater là-dedans. Enfin, du moins, j'espérais. Et en tout cas, j'avais conscience qu'il fallait prendre du temps pour digérer ce truc et le vivre pleinement, parce que moi, je suis quelqu'un qui sinon peut avoir beaucoup de regrets quand je passe à côté des choses. J'ai tendance à être parfois un peu dans le passé et tout, et je me suis dit, alors là, ma cocotte, tu vas pas te faire le plan où t'en profites pas, et où 2 ans après, tu seras là à pleurnicher et à dire, j'ai pas profité, j'ai pas vécu le truc. C'est trop dommage, et j'avais trop de gens qui m'avaient prévenu, tu vois, pour foncer tête baissée dans cette erreur, entre guillemets, enfin pas que ce soit une erreur de pas prendre de congé mat, je pense que chacun le vit absolument comme il veut, mais moi je savais que j'aurais tendance à procrastiner après si j'en avais pas profité pleinement, tu vois. Donc j'ai commencé à me poser cette question, et à la fois la levée de fonds tardait, je me suis dit oulala, j'ai du bol, c'est un petit bébé du mois d'août, tu vois, on disait avec mon mari, c'est un vrai petit bébé d'entrepreneur, il a compris que c'était à ce moment-là qu'il fallait qu'il arrive et pas à un autre moment s'il voulait avoir une petite place. C'est mois d'août ou Noël, hein, c'est ça, c'est vraiment ça. Mais le mois d'août au moins c'est un vrai mois, tu vois, Noël t'as vaguement 15 jours de répit. Mois d'août, l'avantage c'est qu'il se passe quand même pas grand chose, il se passe rien, c'est clair. Et résultat, enfin je m'étais dit bon allez, je sais qu'il faut que je m'arrête avant le terme, donc j'avais un terme le 8 août, tu vois. D'accord. Donc je m'étais dit bon, clairement je vais avoir mes 8 jours du mois d'août parce qu'il y aura personne au bureau, personne. Oui. Mais je voulais m'arrêter avant. Et j'avais, tu vois, au fond de moi cette envie, et à la fois le côté t'es un entrepreneur, t'as pas le droit. En même temps, il faut bien qu'il y ait une différence avec un salarié, sinon c'est trop facile. Et puis évidemment que tout le monde dit les entrepreneurs ils prennent pas de vacances, ils prennent pas de congé mat et tout. Et t'as un peu un mythe, tu vois, à la hauteur duquel il faut vivre. Et je me disais en fait, je pense qu'en fait j'aurais pu prendre. Honnêtement, je pense que si j'avais voulu prendre vraiment les 4 mois, j'aurais pu. Parce que, aussi, c'est pour ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure aussi, on en parlait, il y a entrepreneur et entrepreneur, c'est-à-dire que quand tu montes ta boîte, et pour le coup, je l'avais vraiment sous les yeux, parce que mon mec était en train de monter sa 2e boîte, je pense que là, t'as pas trop le choix. En vrai, prendre 4 mois, c'est pas possible, parce que t'es complètement les mains dans le cambouis, tu dois être partout, il faut tout faire, t'es encore vachement dans l'opérationnel. Et moi, je me disais, j'avais un peu un sentiment hyper paradoxal de me dire, en fait, moi, ma boîte, elle avait 6-7 ans, je sais plus. Je suis bien staffée, j'ai vraiment des chefs d'équipe sur lesquels je peux m'appuyer. Donc en fait, je savais qu'en fait, si je voulais prendre ces 4 mois, c'était qu'une question d'organisation, d'anticipation, mais c'était faisable parce que j'avais la structure pour. Et à la fois, je me disais non mais je peux pas. Enfin en fait, tout le monde va me regarder trop bizarrement. Mes salariés les premières, tu vois, elles vont se dire attends, mais
un entrepreneur qui est pas là, qui vit pas que pour sa boîte, c'est pas normal et tout. Ouais. Donc j'ai un peu fait la connerie de pas trop donner de date aux filles, tu vois. Je disais non, mais je vais m'arrêter, mais je sais pas très bien quand. Et j'attendais que ça se fasse un peu tout seul. Ouais. Et pour le coup, tout d'un coup, je crois que je me suis retrouvée 3 semaines avant le terme, donc à peu près mi-juillet. J'avais closé, j'avais lancé donc la levée de fonds, j'avais ça y est pris l'avance qu'il me fallait, et là je me laissais un peu porter et je me suis dit ok, t'es trop conne parce que si t'accouches avant, ça va te tomber dessus la semaine prochaine. T'auras pas eu le temps de te reposer. T'auras pas eu le temps de faire ce que toutes tes copines ont fait, à savoir flâner dans les cafés, dans les magasins, acheter des fringues pour ton bébé, à profiter de ce moment complètement incroyable, et tu vas t'en mordre les doigts. Donc 3 semaines avant, je me suis arrêtée, un peu en stress en me disant si jamais il arrive là, je vais vraiment avoir les boules. Et ma chance a été qu'il est arrivé post-terme, tu vois, 3 jours après. Donc j'ai vraiment eu 3 semaines incroyables où j'ai vraiment profité, j'ai kiffé. Bon, comme tout entrepreneur qui se respecte quand même un minimum, j'avais mon téléphone, j'avais mes mails et tout, mais franchement, les filles ont vachement joué le jeu, elles m'ont vachement laissé tranquille, et j'ai vraiment eu la sensation de profiter à fond. Et il est arrivé post-terme, donc plutôt très très cool. Et sur la suite du congé mat, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un accouchement assez classique. J'ai eu 20 heures de travail qui n'ont rien donné, et ça s'est fini en césarienne en urgence. Donc j'ai un peu douillé les premiers jours après parce que j'étais pas du tout préparée à ça, et les suites de césarienne, en fait, on n'en parle pas trop, et puis donc je suis tombée d'assez haut, et j'ai eu 3 jours vraiment très très difficiles à la maternité, mais contrairement à toute attente, je n'ai eu que 3 jours très difficiles. Après, franchement, au bout d'une semaine, de toute façon, dans ma tradition, donc on faisait circoncire le bébé, donc tout d'un coup, une semaine après, en fait, de toute façon, t'as 50 personnes chez toi à recevoir pour la circoncision de Solal, donc je vais te dire, j'avais pas trop le choix que de me tenir debout et d'être souriante et d'accueillir tout le monde. Et en fait, ça m'a mis un petit coup de pied au cul, je crois, et résultat, une semaine après, on partait dans le sud, aller à un mariage auquel on pensait pas du tout assister, parce qu'on s'est dit, allez, en fait, allons-y, profitons, ça doit pas être si compliqué que ça, tu vois, on a foutu 3 couches dans un sac et on est parti. Et j'ai un souvenir complètement illuminé, tu vois, de ces 3 semaines du mois d'août après l'accouchement, où on a vraiment profité de Solal, profité avec mon mari s'est complètement arrêté donc tout le mois d'août pour être avec nous, pour pareil profiter de ce moment dont il savait que ça reviendrait pas 1000 fois dans une vie, et que c'était important d'en profiter. Bon, après on a bon dos, c'est un peu facile de dire ça, c'était le mois d'août, je te dis pas que ça aurait été complètement pareil si c'était tombé au mois de septembre, mais tout était calculé. Mais voilà, on a eu du bol. Non, mais c'est génial, du coup t'as vécu un truc, une expérience super, quoi. On a vraiment eu la sensation de prendre notre temps et de profiter. Et après, arrivé le 2 septembre, moi j'avais pas donné de date de retour à mes équipes, et j'avais dit franchement, tout le monde me dit que c'est un tsunami, qu'on sait pas ce qui se passe après, donc je verrai et je vous dirai. Et en fait, arrivé en septembre, il y a eu tout d'un coup 2-3 petits trucs à gérer. Alors j'allais mettre le mot urgence dessus, tu vois, mais fondamentalement, on vend des crèmes, donc c'est jamais des urgences vitales, mais disons que j'avais 2-3 raisons, on va dire, de revenir au boulot. Et je me suis dit, soyons un peu flex. J'habite à 10 minutes à pied du bureau, je vais revenir, et puis j'avais pas du tout de mode de garde à ce moment-là, donc j'avais Solal avec moi, et puis je venais au bureau, et puis je faisais mes réunions, etc. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à bosser 2 jours par semaine, puis 3 jours par semaine, puis finalement à être un peu là tout le temps. Alors je faisais pas 8h, 20h avec Solal toute la journée, mais j'avais quand même la sensation d'être un peu tout le temps au bureau, et de chercher comme ça au milieu de ces réunions des moments où je pouvais être un peu tranquille. Et c'était pas simple parce qu'en fait j'avais un petit bébé qui pleurait pas, qui était très cool, et donc tu vois, il était dans mon bureau, je faisais mes réunions, alors il était soit sur moi en train de dormir, soit dans son landau. Je pense qu'il était bercé par tu vois, les bavardages du bureau, mais je me rendais compte aussi qu'en fait il faisait pas correctement ses siestes, parce qu'en fait les biberons étaient un peu quand je pouvais les faire, j'allais visiter des boutiques, et je me retrouvais à lui donner le biberon en voiture entre 2 visites de boutiques, et je me suis dit en fait ni lui ni moi on en meurt, mais en fait c'est pas hyper cool pour lui de pas se caler sur son rythme. Moi je suis fatiguée parce qu'on me disait à l'époque la clé de tout c'est de dormir quand il dort, et en fait je pouvais pas, parce que quand il dormait moi j'étais en réunion, et puis après je rentrais à la maison et je me disais là j'ai un créneau de 2 heures, mais si c'est le créneau, lui il a décidé qu'il dormait pas, je pouvais pas dormir. Il peut pas s'adapter. Il peut pas s'adapter complètement. Moi je pouvais plus m'adapter à lui. Exactement. Et en fait j'ai bossé comme ça
tu vois, un peu le cul entre deux chaises, mois de septembre et une bonne partie du mois d'octobre. Okay. Et tout d'un coup, j'ai eu une espèce d'épiphanie. Je me suis dit, mais t'es trop conne. Enfin, je commençais en fait à avoir une petite montée de frustration que j'avais pas en fait au début, et j'ai tendance maintenant avec les années à beaucoup m'écouter. Okay. Et je me suis dit, autant en septembre, ça me dérangeait pas tant que ça d'y retourner un peu parce que j'adore mon job et qu'évidemment c'est toujours d'une certaine façon un plaisir d'y aller. Bien sûr. Et à la fois, j'avais la frustration qui montait de me dire je suis pas en train de m'occuper de Solal et en fait, je sais que je vais le regretter. Donc c'est trop bête. Et en fait, comme dans toute recherche d'équilibre, je pense qu'il y a des gros pas en avant, des pas en arrière, des pas de côté. Enfin, et c'est un truc hyper mouvant. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai besoin de m'arrêter. Et j'ai besoin de m'arrêter vraiment, complètement. Parce qu'en fait, l'entre-deux, j'y arrive pas complètement. Je suis ni vraiment au boulot, ni vraiment avec Solal. Et c'est un peu con-con. Donc je me suis dit, en fait là je vais m'arrêter et je vais dire aux filles que je prends un mois, où comme d'hab, j'ai mon téléphone, j'ai mes mails et tout, mais en fait j'ai vraiment envie de m'arrêter et de vivre ce truc dont mes copines me parlent et dont j'ai vachement envie, il faut que je l'assume, tu vois. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que je me suis rendu compte qu'en fait la raison principale quand même si au fond de moi j'avais un peu une petite envie et comme dit une copine entrepreneur à qui j'en ai parlé, Clara, la fondatrice de la marque de lingerie Isée, je disais putain c'est dur, je fais des allers-retours, j'y vais pas. Puis un jour je dis non laissez-moi tranquille, je vais être qu'avec mon bébé. Puis le lendemain j'ai quand même envie de retourner au bureau faire cette réunion. Et je lui dis c'est frustrant. Elle me dit non mais attends, nous on aime ce joyeux bordel en fait, quoi que t'en dises, avoue-le, enfin t'aimes ça. Et évidemment que j'aimais ça, mais il y avait une petite partie de moi qui avait quand même envie à un moment de m'arrêter vraiment et d'être avec lui à 2000%, quoi. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que la raison quand même principale pour laquelle j'étais revenue au boulot le 2 septembre, c'était le regard des autres. Oui, bien sûr, par rapport à tes équipes, j'imagine. Exactement. Mais tout le monde, tes équipes, tes partenaires d'investissement quand même avec qui je démarrais et qui me connaissaient pas, tu vois, parce qu'à la rigueur, mes équipes, je me dis alors elles sont pas toutes arrivées il y a 6 ans, mais elles me connaissent, elles m'ont vu bûcher plus que de raison et elles savent que je suis une bosseuse, donc elles n'ont jamais pensé que je suis tire au flanc et que j'ai juste envie d'aller me coucher et me reposer et kiffer et glander. Voilà, le fond, il me connaît pas en fait encore. Et donc je me disais mince, en fait, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Et j'en parlais avec mon mari et qui me disait mais en fait, dans quelques années, quand tu regarderas en arrière, tu auras envie de te dire génial, ils ont tous pensé que j'étais une grosse bosseuse. Super. Qu'est-ce que je vais faire de ça ? Alors que pour le coup, tu vas regarder, tu vas te dire j'ai pas profité de mon fils. Mon fils, lui, qu'est-ce qu'il va penser pour le coup que j'en ai pas eu envie de ça ? Alors que si j'en avais pas eu envie, ça m'aurait pas posé de problème, mais en fait, j'en avais envie, donc c'était trop bête. Et donc je me suis dit c'est complètement idiot. Et j'ai dit aux filles en fait désolée, je me suis plantée. J'ai fait une grosse erreur de revenir là où tout le monde te dit t'es trop forte, t'es revenue à 3 semaines, warrior génial. Bon, en fait non, grosse conne, tu vois. Grosse conne parce que j'en avais pas envie et enfin pas complètement envie et qu'en fait je me suis laissée entraîner dans cette image que je voulais renvoyer de l'entrepreneur complètement warrior qui fait tout à la fois. Je dirais pas que c'était ultra compliqué parce que c'est pas non plus mon vécu et que j'ai pas non plus envie de faire tu vois l'apologie de l'inverse, à savoir et en fait c'était trop dur et c'est impossible. C'est pas vrai, mais c'est juste pas ce dont j'avais envie. Et c'était idiot de pas l'assumer. Et d'ailleurs quand j'ai envoyé cet email, c'est marrant, j'ai une fille du bureau, Johanna, qui m'a répondu, qui m'a dit quel bel exemple, alors que j'avais vachement peur de cet exemple que j'allais renvoyer. Elle me dit quel bel exemple que de voir une nana qui adore son job et qui est entrepreneur et qui donne tout à Oh My Cream, qui a pour autant envie à un moment dans sa vie de tout donner à son bébé et d'en profiter et de montrer que c'est possible, qu'on a le droit déjà d'en avoir envie, de profiter. Ça n'enlève rien à son niveau d'ambition, à l'implication qu'on peut avoir pour sa boîte. Mais voilà. Et d'ailleurs quand je suis rentrée, c'est pareil, en fait, je me suis rendu compte que j'ai dit au fonds d'investissement désolé, mais en fait là je m'arrête quelques semaines. Et en fait de le dire en toute simplicité et d'avouer qu'on en avait envie, je me suis rendu compte aussi que ce regard des autres, je le fantasmais complètement. En fait finalement les gens comprennent quoi. Mais en fait les gens comprennent et puis surtout si t'es à l'aise avec tes choix et que tu fais pas des choix kamikazes non plus, encore une fois, j'étais pas en train de dire ce dont peut-être dans une autre vie j'aurais eu envie. Allez les gars, je prends un congé parental d'1 an, je me barre et je reviens pas. En fait c'est pas possible. Donc encore une fois c'était très je fais un stop mais toute proportion gardée, tu vois. Et je pense que les gens ils te font confiance pour avoir à cœur cet équilibre, pour pas faire de choix irresponsables. Et dans ces conditions, les gens, que ce soit des hommes ou des femmes qui viennent de ton fonds d'investissement ou de tes équipes, si tu poses une limite qui est claire et qui est raisonnable, en fait tout le monde comprend et tout le monde te suit. C'est comme tout dans la vie. En revanche il faut l'assumer
et être clair, effectivement, être un petit peu ferme sur... je pense que les gens s'autorisent pas de réflexion parce qu'ils ont compris qu'il y avait pas de place pour une réflexion, parce que c'était un choix mûrement réfléchi, qui était pas complètement idiot, et qui donc méritait d'être respecté. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce regard des autres, effectivement, je l'avais complètement imaginé, quoi, parce que toutes les filles m'ont dit... au contraire, quel exemple, parce que le fond m'a dit oui c'est très bien, et parce que mon entourage m'a dit je pense que c'est la clé pour que tu fasses pas un burn-out de fatigue dans quelques mois aussi. Donc en fait c'était pas si con. Et j'ai adoré ces 4 semaines avec mon bébé. Je me suis mise à son rythme, je l'ai dormi quand il dormait. Résultat, j'étais pas très fatiguée, et j'ai un souvenir complètement illuminé de cette période, et ça m'a permis aussi de créer un super lien avec lui qui me semble aujourd'hui, tu vois, clé, quoi. Ouais. Et ça m'a fait comprendre aussi que dans la vie, en fait, il faut prendre le temps de se poser les questions de ce qu'on veut vraiment, et après tout suit. Après, ça pose plein d'autres questions. Il faut mettre en place une orga qui suit. Ça a plein de conséquences, mais qu'en fait les choses ne se font pas par miracle, que si tu te poses pas les questions, ça peut venir à la fois très naturellement, pour autant ça ne vient pas tout seul. Et ça a été une vraie leçon pour l'organisation de la suite, tu vois. Et d'ailleurs, très intéressant cette partie congé maternité, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se posent la question en étant salariée et effectivement en étant entrepreneur, donc c'est un bon exemple, et ce que tu dis. Et après, moi, la question que je me posais, c'est comment tu gères la répartition des tâches avec ton mari, parce que lui aussi il est entrepreneur, et que voilà, donc comment est-ce que t'as senti, en fait, est-ce que l'arrivée de Solal t'a donné l'impression d'une charge mentale supplémentaire ou pas, voilà. Comment tu gères ça aussi, en équilibre de famille, on va dire. Je pense que c'est comme l'histoire du congé mat, c'est que des histoires de choix très personnels, et ça dépend notamment sur la charge mentale et la répartition des tâches, ça dépend vachement du mec que t'as en face de toi, je pense aussi. Bien sûr. Même si, alors il y a un côté un peu peut-être trop vindicatif à ce que je vais te dire, mais même si je pense que le mec qu'on a en face de soi, on l'a aussi choisi d'une certaine façon. Aussi. Et qu'en fait, je dis pas du tout que quand on a une charge mentale très forte ou une répartition des tâches inéquitable, on peut s'en prendre qu'à soi, parce que je trouve ça aussi hyper violent de dire ça, et c'est clairement pas toujours le cas. Mais en tout cas, de ma propre expérience, j'ai compris que ça dépendait aussi de ça. Donc si tu veux, moi, mon mec, il a toujours été hyper investi dans le quotidien globalement. Il a eu très très envie de cet enfant aussi, et donc de fait c'était un papa assez incroyable pour ça, parce que tu vois, par exemple, très concrètement, les jours qui ont suivi la césarienne, pour pas dire les semaines, j'étais franchement assez inopérationnelle. Tu vois, les 3 premiers jours, j'ai juste pas réussi à me lever. Donc j'aime autant dire, donner le bain, changer une couche, même donner un biberon, enfin tu vois, c'était un vrai challenge, quoi. J'avais hyper mal. J'avais du mal à le porter dans mes bras parce que ça tirait sur ma cicatrice et tout, donc enfin pas simple. Et je pense que ça a aussi joué dans le lien que Jonathan a créé avec Solal. C'est qu'en fait, ces 2 premières heures de vie, moi, j'étais pas réveillée de mon anesthésie générale, donc en fait, j'étais juste pas là. Donc, il a dû gérer tout seul. Après, la première nuit, le premier lendemain, enfin, tu vois, la sage-femme était pas encore passée pour nous expliquer comment changer la couche, comment faire tous ces trucs-là. Et moi, je pouvais pas me lever. Donc, mon mec, il a dit, mais en fait, je vais pas attendre que la nana vienne pour changer la couche de mon fils. Enfin, je vais me démerder et je vais y arriver, et c'est pas grave, et je le ferai pas bien. Enfin, il a une approche très décomplexé et très instinctif du truc. Tu vois, il comprenait pas d'ailleurs que je lise autant de bouquins avant, parce que moi je suis convaincue d'avoir une approche ultra instinctive, et pour autant j'ai besoin d'être surinformée sur tout le temps, et de surorganiser tout. Et je pense que l'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs. C'est très complémentaire. C'est hyper complémentaire, parce que ça t'aide à te dire, ah tiens, ça c'est du bon sens, mais c'est pas mal que je le réentende. Ah oui, tiens, c'est comme ça que je l'aurais fait spontanément, mais je suis contente d'avoir un peu la validation de telle ou telle personne. Et en fait, résultat, il s'est très très tôt surinvesti dans toute cette histoire, au point même que, pour te dire, à la maternité, moi je me suis même demandé à un moment si j'arriverais à trouver ma place dans ce trio, tellement ils étaient fusionnels tous les deux. Et après, je pense que on se l'est jamais dit, mais ça a toujours été une évidence, mais parce que c'était une évidence de couple, ça a été une évidence quand on est devenu une famille, de se dire, on a toujours été sur un pied d'égalité, même si égalité veut pas forcément dire qu'on fait tous les deux la même chose. Bien sûr. On fait chacun votre part, quoi. Notre part. On n'est pas en train de compter pour vérifier qu'on fait à 50-50. Tu vois, on n'a jamais eu une répartition officielle des biberons ou des nuits. Ça s'est fait très naturellement, mais parce que je pense qu'on a tous les deux conscience qu'on a tous les deux, par exemple, des rythmes professionnels intenses. On a tous les deux conscience du fait qu'il faut veiller à ce que l'autre soit préservé
et ne craque pas. Et donc, sans faire de répartition, il y a des moments où moi, j'en pouvais plus, j'étais éclatée et pendant 3 jours, il y a que lui qui va faire les nuits, les biberons, parce qu'il sent que sinon je vais craquer. Et réciproquement, tout d'un coup, il y a un moment, lui, il a un énorme coup de bourre au bureau. Et là, pendant 2 semaines, je vais pas regarder la répartition des tâches sur le papier. Et je vais tout faire. Et en fait, on se pose pas la question, quand il faut aller changer une couche, on se dit pas c'est à ton tour, c'est chacun son tour, mais de façon très naturelle. Je peux en faire 3 d'affilée, puis lui 2. Je pense que le fond du truc, c'est qu'on a tous les deux fondamentalement envie de le faire. Donc il y a pas tellement de sujets. Après, de là à te dire qu'il y a 0 sujet charge mentale, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait des choses qui s'installaient assez naturellement, du style, en fait, le rendez-vous chez le pédiatre, c'est vrai que si moi j'y pense pas à le programmer tous les mois, en fait ça vient pas tellement de Jonathan et à la fois quand on commande le nouveau lit du bébé et que le carton il est dans le salon depuis une semaine, j'avoue que moi non plus en vrai je me pose pas la question de savoir si c'est moi qui dois le monter ou pas. C'est hyper sexiste et tout, mais en vrai moi je me dis non, monter le lit, moi je sais pas monter un lit, fondamentalement je saurais monter un lit si je regardais un tuto sur YouTube. Mais tu délègues. Je pense qu'on parle beaucoup de la charge mentale parce que on voit beaucoup ce que les femmes font et que les hommes ne font pas. Mais je pense que ma personnalité, ma façon de voir les choses, c'est j'essaye de me focaliser déjà sur les choses que lui fait et que je ne fais pas non plus et qu'on a tendance à oublier aussi. Tu vois, le côté père, effectivement, c'est lui qui monte les meubles. Il a un côté très père protecteur, c'est-à-dire que quand moi je suis en burn-out, ce qui lui arrive moins souvent que moi et que je suis éclatée et que je pleure et que je dis j'en peux plus, je suis fatiguée, il prend tout et ça lui semble normal. Donc ça se trouve, je vais m'en vouloir d'avoir dit ça, je vais me dire c'est hyper sexiste ce que je viens de dire et tout, mais non, pas du tout, c'est une répartition comme une autre, quoi. Voilà, on a trouvé notre répartition. Il y a un équilibre. J'ai globalement quelqu'un quand même de sur-impliqué en face de moi et qui est content de le faire et qui s'en plaint jamais. Alors oui, il y a des choses, il y a que moi qui y pense, mais il y a aussi des choses, il y a que lui qui y pense et l'un dans l'autre d'ailleurs, quand je suis pas contente d'une répartition, par exemple, effectivement, sur certains sujets où je me dis tiens, là, il n'y a pas pensé, et c'est très facile de, tu vois, se focaliser là-dessus et se dire c'est pas cool, là, quand même, si j'y avais pas pensé, il y aurait pas pensé. Et parfois, je me dis, en fait, lâche, tiens, n'y pense pas. Alors, pas sur le pédiatre, parce que le pédiatre, faut qu'il ait ses rendez-vous tous les mois, mais sur acheter les petits pots ou la bouffe pour le bébé. Je me dis parfois, tiens, là, si j'avais pas pensé à racheter du lait, est-ce que lui y aurait pensé? En fait, plutôt que de lui faire un procès d'intention et lui jeter la pierre, et de pas me rendre compte aussi que si finalement j'anticipe tout le temps, c'est facile aussi pour nous deux de s'installer là-dedans, pour lui de pas y penser et pour moi de me mettre dans le rôle de la nana qui doit toujours y penser. Et très régulièrement, en fait, je le fais pas. Et résultat, ça peut arriver, effectivement, le soir qu'on se dise, il y a pas de lait. Et dans ce cas-là, c'est le premier qui va dire, ah merde, on m'a zappé, je vais à la pharmacie de garde et je vais en acheter. Et en fait, résultat, on se rend compte tous les deux que, finalement, on s'est pas parlé de la répartition de ça, ou qu'au contraire, chacun pensait que c'était l'autre qui s'en chargeait, et ça permet de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Et c'est intéressant, ça. Et je trouve que, c'est comme les fringues du bébé, quoi. Les fringues, elles sont trop petites. Soit je me dis, allez, j'anticipe. Soit je me dis, en fait, je vais peut-être attendre aussi que lui aussi s'en rende compte parce que c'est peut-être pas à ça que lui fait attention, mais il fait attention à d'autres choses. Et résultat, il va s'en rendre compte et il va y aller. Enfin, je pense que dans la charge mentale, il y a des questions de personnalité de l'un et de l'autre. Et il y a aussi des questions de remise en question, de se dire, est-ce que parfois, et c'est mon cas, je sais pas comment c'est chez les autres, mais est-ce que parfois aussi j'ai vraiment laissé de la place, tu vois, sur ce sujet des habits. J'ai acheté toute la garde-robe de Solal jusqu'à quasiment 1 an alors que j'étais enceinte de 5 mois. Tu vois, et après je me dis, tiens, ces fringues sont trop petites, Jonathan, il n'a pas forcément pensé à aller lui acheter le nouveau pyjama. En fait, est-ce que vraiment je lui ai laissé la place pour le faire? Tu vois, une fois Jonathan il m'a dit, oh mais t'as déjà tout acheté, et moi j'ai pas pu acheter un petit jean, un petit truc. C'est pas complètement faux non plus, tu vois. Je pense que dans la charge mentale, c'est une responsabilité des deux. Oui, c'est vrai. Et il y a aussi, pas que évidemment, encore une fois, c'est évident, mais il y a aussi une question de laisser sa place à l'autre, de lui laisser prendre une place et de discuter aussi ouvertement, tu vois, des sujets que l'autre doit prendre que des sujets qu'on ne lui laisse pas forcément prendre. Enfin, tout à fait. Et en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on
vous fonctionnez. Qu'on a réussi à fonctionner. Ouais. Mais ce qui est intéressant, en fait, je trouve, c'est dans ce que tu dis, c'est vrai, c'est le côté un peu lâcher prise, quoi. C'est-à-dire lâcher prise sur des sujets qui font qu'en fait, du coup, si tu, j'ai jamais réfléchi à ça, je trouve ça vachement intéressant. Si tu t'accapares trop, pas dans le sens t'accaparer, mais si tu dis putain vite, il faut remédier à ce sujet-là, bah du coup, en fait, d'autorité, c'est toi qui deviens la responsable en chef du truc, quoi. Donc ouais, non, c'est intéressant. Alors si tu lâches, ça fait prendre conscience un peu à tout le monde et... Ouais. C'est intéressant, ouais. Effectivement, bien sûr, ça suppose d'avoir quelqu'un en face qui qui réagisse. Mais encore une fois, comme c'était mineur, parce qu'il s'occupe de tellement de choses, franchement, je te dis ça parce que c'est sur 1 ou 2 sujets où on a eu le cas et je me suis dit, c'est comme dans le boulot, tu vois, quand tu sens la cocotte minute qui explose, il faut tout lâcher et voilà, et voir ce qui se passe. Mais objectivement, au quotidien, je pense que je suis mal placée pour parler de ce sujet parce que j'ai un mec qui fait autant, voire parfois plus que moi. Cool. Parce que je pense que le fait qu'on soit dans la même situation professionnelle pose les bases aussi et parce qu'en fait c'est vachement là que tout se joue en fait. Les gens qui prennent pas grand chose à leur charge, c'est aussi parce qu'ils ont pas le temps à cause du boulot et qu'en fait quand tu te rends compte que tous les deux on n'a pas le temps à cause du boulot, bah va bien falloir trouver des solutions quoi. Un petit compromis. Donc de fait il fait quand même énormément. C'est clair. Et là du coup Solal a 6 mois, donc t'as pris ces 4 semaines avec lui, donc c'était au mois de novembre, c'est ça? Exactement. Et alors maintenant comment tu t'organises au quotidien? Il est gardé comment? Enfin voilà, comment tu fais? Bah alors justement, donc le congé mat m'a fait réaliser que même si les choses pouvaient être très naturelles, elles ne viennent pas non plus toutes seules pour autant. Il n'y a pas de miracle qui peut s'opérer. C'est-à-dire que si avant ma grossesse, je me faisais défoncer au boulot, je faisais des horaires alors à rallonge. Non, parce qu'en vrai, le rythme, même avant la grossesse, n'a rien à voir avec le rythme des, on va dire... 3, 4, 5 premières années qui étaient pour le coup vraiment violents, où je bossais le soir, le week-end, je prenais pas beaucoup de vacances. Enfin, alors là, j'étais en plein dans le stéréotype de l'entrepreneur, tu vois. Pour le coup, ces derniers temps, je l'étais beaucoup moins. J'arrive au bureau entre 9h et 9h30, je pars entre 19h et 20h. Enfin, c'est un rythme que n'importe qui, même en tant que salarié, peut vivre. Et je m'y remettais le soir, le week-end, quand il fallait. Le principal problème, je pense, que j'avais à résoudre avec l'arrivée d'un enfant, c'était pas tant le nombre d'heures, mais que l'énergie que ça me prenait. C'est-à-dire qu'entre 9h et 20h, je pouvais être en réunion, mais toute la journée. Mais quand je te dis toute la journée, c'est faut que je me force à faire 5 minutes de pause pour aller faire pipi entre deux. Enfin, pas de pause déj, pas de pause tout court. Faire mes mails 10 minutes, c'était une vraie pause pour moi. Enfin. Et en fait, et dans ces journées de réunion, le principal problème aussi, c'était que je pouvais passer 2 heures sur un process logistique, puis 2 heures sur du développement de nouveaux produits, puis 1 heure sur le plan de com de tel lancement, et puis 1 heure sur la situation comptable du dernier trimestre. En vrai, ça, c'est un truc, tu rentres chez toi le soir, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, un soir sur 2, on s'avachit sur le canapé avec mon mec et on n'a même plus l'énergie de débriefer de notre journée. Enfin, tu as l'impression de passer dans une essoreuse. Enfin, c'était vraiment épuisant et j'avais plus d'énergie pour grand chose. Moi, toutes ces dernières années, enfin aussi loin que je m'en souvienne, je passe mes week-ends à dormir. Mais j'adore ça. Hein. Après, moi, je suis quelqu'un de très gland, de flemme. J'aime buller à la maison, en famille. Donc, ça me dérangeait pas du tout. Mais c'était ça notre rythme. C'était tout donner la semaine. Et voilà, avoir la sensation d'être dans une essoreuse. Et le week-end, tout lâcher d'un coup, tu vois. Et dormir et récupérer et reprendre notre souffle. Et donc, je me disais, bon, bah, il y a en fait 2 sujets qu'il faut que j'adresse, tu vois, au retour de congé mat. Le premier, c'est quand même les horaires. Parce qu'en fait, fondamentalement, si on fait comme avant avec mon mec, à rentrer vers 20h, à bouffer vers 21h, bah en fait notre enfant on va pas le voir parce que au stade où je rentrais de congé mat, et c'est encore le cas aujourd'hui maintenant qu'il a 6 mois, alors à l'époque il se couchait carrément vers 19h15, 19h30, tu vois, maintenant on peut pousser jusqu'à 20h, mais bref, je l'aurais pas vu et clairement j'ai pas fait des enfants pour ne pas les voir. Et le deuxième sujet, c'était même si j'arrivais à rentrer 1h30 plus tôt, c'était faire en sorte qu'il me reste un tout petit peu d'énergie pour ce petit bout qui avait besoin de sa maman. Oui, pour s'occuper de lui, quoi. Voilà, pour s'occuper de lui, vraiment, et pas juste être là. Ça demande de l'énergie, en plus. Donc, et ça demande de l'énergie. Je pense que ça en demande encore plus quand ils sont grands, mais déjà quand ils sont petits, je pense que même si en apparence ça demande pas trop d'énergie dans le sens où c'est un petit bout qui reste dans tes bras, etc., ça demande une présence et ça demande d'être là vraiment, parce que moi je suis convaincue qu'ils ressentent absolument tout et que on a un bébé relativement serein, parce qu'aussi on est serein et quand on est avec lui on est vraiment là, tu vois. J'ai fait l'erreur les premières semaines après l'accouchement de souvent donner le biberon, c'est long, tu vois, et de me dire oh quand même c'est long, il se passe rien, vas-y je regarde mon téléphone en même temps, soit mes mails, soit Instagram.
Et après, je me suis rendu compte que je passais à côté d'un moment, alors ça va paraître hyper cucu ce que je te dis, mais juste de le regarder dans les yeux quand tu lui donnes le biberon et de faire un câlin et moi j'ai pas allaité, donc j'avais pas ce côté peau à peau au sens de l'allaitement. Mais je me disais, je suis sûre que je peux le recréer en me mettant joue contre joue, tu vois, quand je lui donne son biberon. Et j'ai découvert un moment de kiff incroyable. Et j'ai plus jamais regardé mon téléphone en lui donnant le biberon. Enfin, donc tu vois, cette présence, elle me semblait importante et je pouvais pas l'avoir si je rentrais au bout du rouleau, quoi. Donc j'ai beaucoup questionné les filles au bureau parce que moi, c'est un peu mon mode opératoire, tu vois, c'est me renseigner. J'ai écouté 1000 podcasts d'entrepreneurs qui ont eu des bébés. J'ai posé plein de questions au bureau parce que j'insiste beaucoup là-dessus. Je pense que mes équipes m'ont donné un exemple phénoménal. On est une boîte où il y a une vraie culture... Alors, je sais pas si c'est d'équilibre pro, perso, parce que ça a jamais été dit comme tel, mais pour moi, il y a une vraie culture de la liberté et du 100% responsable. C'est-à-dire, moi, tant que les résultats sont là, que tu veuilles partir à 16h parce que tu veux aller voir ton bébé ou parce que tu as envie d'aller faire du sport. Enfin, je sais pas, évidemment que ça arrive pas tous les jours et 16h, c'est un peu un cas extrême, mais... Oui, je comprends. Chacun fait ce qu'il veut, il se gère. Et donc, quand les filles ont eu leur premier bébé, parce que j'étais pas du tout la première de l'équipe, ça a vachement décomplexé tout ça. C'est-à-dire que elles m'ont montré que c'était possible déjà. Elles m'ont montré qu'il y avait plein de modèles possibles, parce que tu vois, il y a eu 3 ou 4 bébés, je crois, avant le mien dans la boîte. Chacune avait son modèle. Il y en avait qui faisaient des nocturnes un soir sur 2, tu vois, et entre guillemets, elles ne voyaient pas leur bébé quand elles rentraient, et l'autre soir, elles partaient carrément à 17h pour le voir vraiment, et vraiment passer la soirée avec eux. Il y en a, c'était tous les soirs, la poire coupée en deux, et je partais à telle heure fixe pour tous les soirs faire un petit bout avec lui. Il y avait des filles qui prenaient des jours complets off pour s'occuper. Enfin, j'avais franchement 1000 modèles différents et possible, quoi, voilà. Et donc soit je pouvais m'aligner sur l'un d'eux, soit ce que ça m'a fait comprendre, c'est qu'en fait il y avait pas de modèle, qu'il fallait inventer son propre modèle, tu vois. Et qu'en fait la vraie question c'était de savoir de quoi t'as envie toi. Quelles sont les choses sur lesquelles tu veux absolument pas rogner, pas faire de compromis? Quelles sont les choses qui sont plus flex à tes yeux? Et en fait, ça m'a forcé à me poser toutes ces questions. Et donc moi, je me suis dit, et j'oublie un truc clé aussi sur les équipes, c'est que j'ai compris aussi que ça mettait jamais en péril leur boulot. Oui. Parce qu'à partir du moment où on est responsable et où on fait ses choix en connaissance de cause et qu'on n'est pas tir au flanc dans l'âme, fondamentalement, comme pour tout dans la vie, enfin, il y a que des solutions. Je dis pas que c'est simple, je dis pas que c'est facile tous les jours. Il y a des jours où je suis éclatée, il y a des jours où c'est plus facile, mais en tout cas, je me suis dit que c'était faisable parce que toutes les filles en rentrant de congé mat, je trouve qu'elles ont acquis un recul sur les choses, une capacité à déléguer, à prioriser. Tu vois, elles ont compris qu'elles pouvaient pas être là tout le temps. En fait, elles ont un nombre d'heures maintenant limité dans une journée. Et au lieu de se dire, mon Dieu, je cours après tout, et ben, elles ont lâché sur certaines choses et elles se sont recentrées sur les choses pour lesquelles elles avaient une vraie valeur ajoutée, pour lesquelles elles étaient essentielles. Et ça, je peux te dire que ça a vraiment été un apprentissage dont j'ai pu bénéficier. Tu vois, sinon, je pense que j'en aurais fait les frais quelques mois moi-même avant de comprendre. Ça, elles m'ont vraiment économisé ça et je trouve ça assez génial. Donc, je me suis dit, ok, faut que je finisse plus tôt, parce qu'en fait moi le truc sur lequel je veux pas compromettre, c'est que au début on s'était dit avec mon mec on va faire un soir sur 2, tu vois, et un matin sur 2. Celui qui fait le soir n'est pas du matin et celui qui est du matin ne fait pas le soir. Et en fait c'est ce qu'on a fait. Donc officiellement tu vois, un soir sur 2 c'est l'un ou l'autre qui va assurer la jonction avec la nounou. En pratique, moi au bout de quelques semaines je me suis rendu compte qu'en fait ne pas voir mon bébé le soir, en tout cas à l'âge où il était, et dans un an ce sera peut-être différent, je me suis dit c'est pas possible. Moi je peux pas ne pas voir Solal au moins 1 heure le soir, je n'y arrive pas. Ce qui fait qu'en pratique, d'ailleurs, les soirs où finalement c'est mon mari, on se retrouve tous ensemble et c'est super parce qu'en fait je m'impose un peu le même horaire. C'est cool. Après ça permet une certaine flexibilité aussi forcément, parce que ça, le soir où il est là, je sais aussi que si j'arrive à 19h15, 19h30 et pas 19h pétante, il n'y a pas mort d'homme, et c'est aussi sympa de savoir que c'est les 2 soirs où si j'ai une urgence, j'y vais. Donc je me suis dit ok, en fait il faut que je parte à 18h30, 18h45 tous les soirs, parce qu'à 19h, et c'est ma chance, c'est que j'habite pour le coup à 10 minutes du bureau, tous les soirs à 19h, je veux être là, comme ça, alors je donne pas forcément le bain, parce que généralement il est pris avant, mais si je veux, d'ailleurs, je peux dire à la nounou, lui donnez pas le bain, finalement, je vais lui donner le bain maintenant à 19h, et après je lui donne à manger, je passe 1 heure avec lui, et je le couche vers 8h, tu vois, et c'est 1 heure où je suis vraiment pleinement avec lui. Donc, les horaires, on s'est dit,
il faut être un peu ayatollah là-dessus, parce que à la base, on avait aussi mis en place une organisation. J'avais mis un cadre pour que aussi tout ça ce soit possible, ce fait d'être à la maison tôt et tout. Mais j'avais pris une nounou, tu vois, à la maison. J'ai fait en sorte on a déménagé les bureaux cette année. J'ai fait en sorte en fait de les prendre plus ou moins de les prendre quand même à 10 minutes à côté de chez moi. Donc j'ai la chance d'avoir un cadre que effectivement tout le monde n'a pas, et franchement je mesure le fait que je suis assez privilégiée de ce point de vue-là. Mais on a pris une nounou pour pouvoir être flexible et pour, si on est l'un comme l'autre, coincé en réunion jusqu'à 19h30, qu'il n'y ait pas mort d'homme encore une fois. Et on a fait en sorte d'être près de notre boulot pour limiter le temps de trajet et faire en sorte que tout le temps qu'on passe, il soit à fond au boulot, soit à fond avec Solal, tu vois. Donc c'est pour ça que ça s'est pas fait non plus complètement tout seul, et que mettre en place, tu vois, cette organisation, c'est pas complètement neutre. Après, je me suis dit, ok, la nounou, c'est génial parce qu'en cas d'urgence, je sais que mon gamin finira pas devant la porte de la crèche, et voilà. Commissariat. Pour autant, si je me dis aussi qu'en fait, c'est complètement flex, en fait, ce sera rebelote, si tu veux, comme avant. Enfin, fondamentalement, des urgences, il y en a potentiellement tout le temps. Donc, tous les soirs, j'aurai une bonne raison de ne pas être là à 19h. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, en fait, il faut quand même l'institutionnaliser et dire, en fait, c'est comme ça, à 18h30, entre guillemets, quoi qu'il se passe, je range mes crayons et je pars, quoi. Et je m'en vais. Et ça permet que, évidemment, il y a quand même des exceptions, et il y a des soirs où c'est pas possible, et je te dirais qu'en 6 mois, il y a 3 ou 4 soirs où évidemment j'ai appelé la nounou, j'ai dit écoutez, en fait je peux pas rentrer, désolée, faut rester. Et elle était au courant, enfin à l'entretien d'embauche on s'en était parlé. Elle sait que si mon mec est pas là pour faire la jonction et que moi je suis retenue aussi, en fait l'un dans l'autre faut assurer et faut rester là. Mais quelque part, en se disant que c'est un peu interdit de faire ça, ça n'est arrivé, résultat, que 3 ou 4 fois en 6 mois, là où sinon, ça serait arrivé 1 fois sur 2. Donc, j'ai quand même vachement sanctuarisé et dit, voilà, ça c'est le truc sur lequel je fais pas de compromis. Résultat, j'essaie d'arriver plus tôt au bureau pour quand même avoir des journées de 10 heures. Et c'est là que je me suis dit aussi, ok, au début, je me sentais hyper culpable de dire, tous les soirs, je dois partir à 18h30. Sauf qu'en fait, je me suis dit, mine de rien, si les choses ne rentrent pas bon an, mal an, dans des semaines de 50 heures, ce qui est beaucoup et pas beaucoup. C'est beaucoup potentiellement parce qu'en fait, quand tu fais pas la moindre pause au milieu de tout ça, c'est quand même intense comme des bonnes semaines, rythme. Et à la fois, c'est pas beaucoup parce que avant, j'ai pu bosser beaucoup plus et évidemment que ça nécessite de temps en temps de m'y remettre le soir ou de m'y remettre le week-end. Mais ça donne quand même un cadre aux choses. Et comme tout cadre, il y a 1000 exceptions possibles, mais c'est quand même pas mal d'avoir un cadre. Et pour la deuxième question, qui était celle d'avoir un peu de l'énergie en rentrant au-delà des horaires, j'ai complètement réorganisé ma semaine. C'est-à-dire qu'avant, j'avais un agenda ouvert où fondamentalement, tous les sujets pouvaient s'enchaîner et toutes les filles pouvaient me booker des réunions à droite à gauche pour valider telle chose, pour brainstormer sur telle chose, tu vois. Et en fait, je subissais complètement mon agenda qui, par définition, en plus, n'avait pas de limite. D'accord. Donc, si tu veux, quand, par définition, j'imagine que toi c'est pareil, ton agenda est toujours booké pour les semaines à venir et qu'on dit, là, il y a un point urgent, oui, ça se finit, on cale une réunion à 19h et c'est comme ça. Donc là, je me suis dit, ok, bon, déjà, je peux matériellement plus faire ça. Et je peux plus non plus passer d'un process finance ou logistique à un développement produit qui nécessite un peu tout mon cerveau et qui nécessite que je sois un peu au calme et tout. Donc j'ai complètement réorganisé ma semaine. Il y avait, des jours, par exemple, le mardi et le jeudi, je suis sur les sujets créa. Donc au lieu de me dire les sujets, par exemple, développement produit, c'est 1 heure entre 2 trucs, non, en fait, c'est des demi-journées complètes toutes les semaines. Et d'ailleurs, si certaines semaines, il n'y a pas matière à brainstormer, c'est pas grave, je fais autre chose, on abrège la réunion, je fais mes mails, je trouverai toujours quoi faire. Quelque chose à faire, c'est clair. Mais au moins, j'ai le mardi sur un gros nouveau projet, un nouveau concept qu'on va lancer le matin, et l'après-midi sur le développement des produits Make Cream Skincare. J'ai une journée full créa, tu vois, et j'arrive avec mon cerveau disposé pour ça. Et j'ai le temps de le faire bien, j'ai le temps de me plonger dedans, et c'est super. Le mercredi, c'est la journée des points d'équipe. Donc là, j'ai 1 heure avec chaque chef d'équipe. Et là, on est en mode management, organisation de la semaine, priorisation des choses. C'est toute une autre façon de penser et c'est un autre mode, entre guillemets, pour mon cerveau. Tous les vendredis, j'ai plage complètement fermée dans mon agenda. C'est une journée pour moi. Donc c'est soit... je fais de la veille, je lis tous les articles que j'ai jamais le temps de lire, j'essaie d'ouvrir mes chakras, de réfléchir stratégie, nouveaux projets, vision long terme pour la boîte, parce qu'en fait, mon job, c'est censé être de plus en plus ça. Et quand t'es le nez dans le guidon, c'est totalement impossible d'y réfléchir. Tu peux pas... il faut sanctuariser du temps, sinon t'en as jamais. Et c'est aussi une plage pour justement ces fameuses urgences qu'on n'a pas pu caler
dans cet agenda très strict, on va dire, le reste du temps. Et donc en pratique, un coup sur deux, je fais ma veille ou les sujets où j'ai besoin d'être toute seule toute la journée. Donc généralement ces journées-là, je suis en télétravail, soit chez moi, soit dans un café, soit vraiment au bureau. Mais alors enfermée à double tour et personne n'a le droit de venir me voir et j'ai pas de rendez-vous. C'est la seule journée de la semaine où j'ai pas de rendez-vous. Et pour être tout à fait transparente avec toi, c'est aussi le jour où quand je sens que je vais exploser et que j'ai trop de choses, soit parce que je suis crevée, que Sola n'a pas dormi pendant une semaine et que résultat je sature, soit parce que le boulot est très très intense, comme en ce moment, tu vois, comme chaque début d'année, c'est des rythmes qui sont pas évidents à gérer. Et là, vendredi prochain, cette journée sanctuarisée sans rendez-vous, je vais pas l'utiliser pour faire de la veille ou de la strat ou brainstormer sur un nouveau projet tranquille chez moi. Je vais tout arrêter, je vais dormir et je vais aller me faire une journée au spa. Et j'ai pas honte de le dire parce que je pense que pour bien faire mon boulot à date, c'est ce dont j'ai besoin, tu vois. Et j'écoutais un podcast pareil où il y avait la fondatrice de Bash, tu vois, la marque de fringues, qui disait moi, tous les matins maintenant, je vais au yoga. Ou mon mec, tu vois, qui a sa boîte, qui est en plein dans le jus, tous les vendredis matins, il va une demi-journée à son club de sport, s'occuper de lui, s'évader, s'aérer l'esprit et tout. Et en fait, tous ces gens, ils ont l'air de dire, et je pense qu'ils ont raison, que ce n'est pas du temps qui n'est pas alloué au boulot, c'est un temps qui est nécessaire pour bien faire son boulot. Parce que je pense que au-delà d'une certaine dose de, comme tu dis, de charge mentale, de stress, de pression, de quelle que soit ta façon de la vivre, parce qu'encore une fois, je vis pas mal le stress et j'adore l'adrénaline, j'adore les rythmes intenses et j'adore quand ça bouillonne dans tous les sens. Pour autant, il y a un moment aussi où ton corps te dit voilà, c'est trop quoi, et où tu as besoin de prendre l'air pour avoir des idées tout court, tu vois. Bien sûr. Et maintenant, je culpabilise pas du tout parce que je pense que c'est pas qu'un discours, c'est vrai. À l'heure où mon boulot, c'est plus d'être 100% dans l'opérationnel, c'est aussi d'avoir de la vision, du recul et de la hauteur. Et j'ai besoin de ces soupapes, de ces moments pour moi, et je m'autorise complètement à les prendre parce que je sais que c'est la condition sine qua non pour bien faire mon job. Donc voilà, donc j'ai complètement réorganisé ma semaine, mis en place une structure à la maison avec nounou, boulot à côté et organe un peu militaire, tu vois, sur ces sujets, pour que résultat, les choses avec tout ce cadre-là se fassent finalement relativement naturellement. Ouais, et du coup, tu te sens bien par rapport à ça, quoi. Enfin, ça a l'air d'être assez fluide, quoi. Et finalement. du coup, voilà, il y a des moments plus faciles que d'autres. Hein. Tu vois, last week-end, Sola n'a pas dormi et j'ai des semaines, là, les 2 dernières semaines au boulot ont été hyper intenses. Donc oui, franchement, ce matin, t'aurais pu me demander si ça allait. J'aurais pu m'écrouler en larmes en disant je suis fatiguée. Et à la fois, je le vis quand même bien parce que j'ai conscience qu'en fait, la clé, c'est de s'écouter, de savoir ce qu'on veut. Et tu vois, j'ai une amie que tu as interviewée, Nathalie Rosborski, de chez Nelly Rodi, qui a dit une phrase un jour, avant que je sois enceinte d'ailleurs, très très juste. Elle disait on peut tout avoir dans la vie, mais pas en même temps. Et en fait, moi, je suis convaincue que c'est très vrai. Je peux pas en même temps être dans un coup de bourre au boulot et avoir un enfant qui dort pas et qui me fatigue le week-end. Et bien voilà. Sûr, bien sûr. Là, tu vois, c'est ce que je vis un peu en ce moment. Et tout de suite, je me mets un warning dans la tête et je me dis, ok, là, faut trouver une solution. Ouais, vendredi. Donc, soit c'est un moment où je peux un peu lever le pied au boulot sans, encore une fois, que ça porte préjudice à la boîte. Et parfois c'est le cas et parfois c'est pas le cas. Et si c'est pas le cas, c'est là que j'appelle au secours, j'appelle ma mère, j'appelle mon mec. Non, mais tu te débrouilles pour, et encore une fois, j'ai la chance d'être hyper entourée, donc c'est aussi facile dans ma position, j'imagine. Mais, voilà, j'appelle des gens en disant voilà, là je suis épuisée et j'ai un coup de bourre à mettre au boulot, donc j'ai besoin d'aide et j'appelle à l'aide. Ou je dis en fait ok, j'ai des énormes coups de bourre au boulot, mais il y a rien jamais qui soit à 24 heures près, vraiment, c'est très très rare. Et dans ce cas-là, je me dis ok, c'est très lourd d'être entrepreneur, mais j'ai la chance d'être libre et d'être flexible, et je pense que la flexibilité, ça n'a pas de prix. Et donc ce vendredi, si j'ai décidé que j'allais décompresser au spa, j'y vais. Et si ça se trouve, je bosserai samedi ou dimanche, mais je m'en fous, c'est moi qui l'ai décidé, et c'est ma façon de bien vivre le truc. Et donc oui, le résultat, c'est au final, le bilan de ces 6 derniers mois, c'est que c'est pas si compliqué, que c'est plutôt hyper chouette, mais que ça nécessite de tout le temps se poser la question de ok, là, est-ce que ça va, est-ce que ça me convient? Et sinon, je me débrouille pour mettre en place des solutions. Et ça, c'est ma personnalité, mais je trouve qu'il y en a
Toujours, plus ou moins, dans 99% des cas, on va dire. C'est sûr. Non, en tout cas, ouais, finalement, la confiance, c'est que c'est ce qui est important pour toi, et je pense, de façon générale, c'est d'être bien aligné, en fait, avec soi, ce qu'on veut. Ouais, c'est de s'écouter et de se dire, la solution, elle viendra pas des autres. Enfin, elle viendra de toi, et pour ça, il faut se poser la question et réfléchir à la solution. Super. Et j'allais te poser, en fait, une question d'actualité, justement, sur le congé parental partagé. Bon, en fait, parental, paternité, maternité, on va dire. Ouais. Donc, en fait, c'est un peu ce que t'as vécu, finalement. Ouais. Moi, il a pris un bon congé paternité. J'imagine que t'es assez favorable à tout ça. Ouais, vachement. C'est marrant parce que j'ai pas osé faire que MyFrame s'engage sur les réseaux sociaux sur ce sujet. Et pourtant, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais oui, bien sûr. C'est mon mec, en l'occurrence, qui me l'a montré. Il m'a dit, ah tiens, tu pourrais t'engager là-dessus. J'ai pas osé parce qu'on a une boîte de 70 femmes. Malheureusement, on n'a aucun homme. C'est évidemment pas une volonté. Je pense que dans les candidatures qu'on a, il y a 0,001% d'hommes. On attire beaucoup de femmes, donc c'est hyper chouette à la fois parce que ça crée un univers très particulier et je pense que en tout cas les jeunes mamans qu'on a dans l'équipe sont contentes de faire partie de cet écosystème où finalement étant entre femmes on se serre aussi les coudes, on se comprend et ça crée je pense un univers hyper bienveillant à ces moments de la vie où c'est clé d'avoir de la bienveillance autour de soi. C'est clair. Mais sur le sujet de la paternité, mais je suis à fond pour parce que encore une fois toute proportion gardée, je pense toujours qu'on récolte un peu ce qu'on sème et que dans la vie, il y a des solutions pour tout, mais il faut un minimum de cadre, tu vois. Donc, c'est comme ce sujet de est-ce que j'ai pu prendre un congé maternité, est-ce que j'ai pu profiter? Oui, mais parce que j'avais une structure pour le faire, une culture d'entreprise, alors qui s'est mise en place aussi un peu à ce moment-là, mais qui l'a permis. Le congé paternité, c'est pareil. Pour moi, on peut pas... Je trouve qu'on fait pas assez de place aux pères globalement et qu'on peut pas après leur reprocher de pas d'être moins investis que les femmes ou de pas avoir oui, c'est clair. Si de base, t'as 10 jours de présence, c'est sûr. C'est ça. Enfin, les pauvres, ils peuvent pas non plus avoir le beurre et on peut pas demander le beurre et l'argent du beurre, tu vois. Moi, je trouve aussi, tu vois, par exemple, que dans les podcasts globalement liés à tout ça, on donne assez peu la parole au père et on part du principe que le chamboulement... Alors oui, la grossesse et l'accouchement, c'est pour la mère, mais moi, toute ma grossesse et toutes les semaines après l'accouchement, je me suis dit, mais comment il fait lui pour gérer alors qu'il a pas eu tous ces 9 mois avec un petit être à l'intérieur de lui pour processer tout ça. Enfin... Je trouve qu'ils partent aussi avec des putains de bâtons dans les roues. Enfin, ils ont pas le vécu physique, ils ont pas ce processus qui est l'accouchement, qui donne naissance aussi à des mères, je trouve, et qui est très compliqué à gérer physiquement, etc. Et même psychologiquement, mais qui a ses avantages aussi, tu vois, en termes de rituel de passage. Exactement. Et je mesure l'ampleur de ce truc parce que ne l'ayant pas trop vécu, résultat avec la césarienne en urgence, et je me suis réveillée après coup et ils avaient vécu ces premiers moments ensemble et sans moi. Je me suis dit, j'ai réalisé à quel point peut-être pour un homme c'était compliqué de pas avoir ce rituel, que toutes les intentions soient sur la maman et que personne se demande jamais si le père il était pas en angoisse de tout ça, si c'était pas dur à digérer. On parle souvent du fait que les mamans ont plus d'attention après l'accouchement parce que tout se focalise sur le bébé. On n'empêche qu'elles en ont quand même pas mal et qu'en tout cas elles en ont a fortiori beaucoup plus que le père. Enfin, et ça, le père, c'est pareil, les femmes, si tu veux, elles en pâtissent parce que dans le monde de l'entreprise, évidemment que ça leur met des bâtons dans les roues dans certaines boîtes, d'être enceinte, de devoir gérer leurs enfants, qu'on leur fait des procès d'intention à longueur de journée, qu'on part du principe qu'elles seront forcément moins investies une fois qu'elles auront un bébé. Mais n'empêche que, tu vois, j'ai Marion, une de mes salariées aussi, qui m'a parlé à un moment de son mec, qui lui était dans une boîte où c'était aussi très très mal vu pour un homme de partir tôt parce que son bébé était malade ou de partir tôt juste parce qu'il fait un soir sur deux. Je pense que dans un style très différent, ils ont aussi énormément de barrières. De pression. Tu vois, de pression, de regard des autres où un papa, il est pas censé changer des couches. Alors c'est moins vrai à notre époque, mais... En fait, ça l'est quand même encore beaucoup. Enfin, et je pense que de mettre en place ce congé paternité, ça montre que, en fait, et je pense que c'est clé parce que si tu crées pas du lien les tout premiers temps, je pense que c'est beaucoup plus compliqué de le créer après. Et donc, c'est leur donner aussi une chance. Tu vois, comme sur ces sujets de charge mentale et autres, il y a un moment, si on met pas les conditions pour et si on leur donne pas quelque part aussi leur chance, pour moi, on peut pas jeter la pierre derrière. Enfin. Non, c'est sûr. Donc, c'est évidemment, mais absolument essentiel. Enfin. Que
que ça se fasse évidemment pas au détriment du congé maternité, tu vois, parce que le congé maternité, encore une fois, c'est pas des vacances, c'est un temps thérapeutique. Il est pas très long non plus. Il est pas très long déjà, ouais. Il y a aussi clairement un truc à faire là-dessus. Enfin, c'est clair. moi, j'en suis convaincue. Il y a pas une fille au boulot qui est revenue à la fin de son congé. Alors, il y en a qui prennent des congés parentaux un peu de longue durée. Ça c'est l'exception chez nous, mais la base c'est quand même de se dire attends, on a toutes besoin de prolonger de 2, 3, 4 semaines, enfin ça paraît 2 mois et demi, tu lâches un petit pilou dans la nature, c'est clair. Franchement c'est impossible. Donc il faut pas que ça se fasse au détriment de ça parce que c'est un temps avant tout déjà thérapeutique pour se remettre physiquement de l'épreuve de l'accouchement et des premiers temps, mais c'est aussi un temps pour créer du lien. Et alors ça, que ce soit réservé à la mère, mais à notre époque, mais c'est une hérésie complète. Quand tu y penses. Et ça remettrait les pendules à l'heure sur plein de choses, sur la charge mentale, sur la carrière après avoir eu un bébé, sur tous ces sujets-là. En fait, on peut pas demander de les régler, de remédier aux symptômes si derrière le mal profond on s'y attaque pas. Et le mal profond, c'est que regardez, on estime que le père n'a rien à faire parce qu'il a même pas de congé paternité. Enfin, c'est clair. Les quelques jours, mais je dis, mais les 10 jours calendaires en plus. Franchement. Non, c'est clair. Donc pour à fond. À fond. Oui, alors maintenant on va quand même un peu parler beauté, Juliette, si tu veux bien. Ouais. Parce que quand même, ça serait quand même aberrant de t'interroger de pas parler beauté. Voilà, donc est-ce que tu pourrais me dire comment t'as pris soin de toi pendant la grossesse, justement sur le côté beauté, peau, voilà. Alors c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Donc, tu vois, sur le sujet number one qui est se tartiner de crème et d'huile pour ne pas avoir les sacro-saintes vergetures, j'ai été hyper mauvaise élève. Moi, j'ai jamais réussi à me mettre quoi que ce soit sur le corps, tu vois. C'est pas vrai. J'ai la flemme. Je suis une grande flemmarde et donc me tartiner le soir, enceinte ou pas, franchement, j'y arrivais pas. Donc je l'ai pas fait pendant la grossesse non plus. Après, sur le côté routine visage, franchement, ça a été la Bérésina parce que quand j'ai arrêté la pilule, moi j'ai commencé à prendre la pilule à 16 ans pour des raisons de peau, parce que j'avais une acné hyper violente et que donc la dermato m'avait dit faut prendre une pilule jasmine, une bonne pilule bien dosée qui va résoudre en partie le problème. Et c'était le cas. Et donc en fait, quand j'ai arrêté la pilule, c'est marrant parce que je parlais à la fondatrice d'une de nos marques, Sarah de Paille Skincare, à qui je disais oh là là, mais la grossesse c'est le retour de mon acné d'ado. Elle dit non, c'est pas la grossesse, c'est l'arrêt de la pilule en réalité. Enfin, et donc horrible. J'ai vraiment eu le retour de mon acné. Ah ouais, t'as eu de l'acné. C'était horrible sur le visage, sur le décolleté, dans le dos. Et alors en plus, tu vois, j'étais en train de lever des fonds, donc de rencontrer tout un tas de nouvelles personnes à qui j'expliquais qu'en gros, je bossais dans la beauté et que moi, j'avais la recette d'une jolie peau et j'étais criblée de boutons. Mais c'était mais horrible. Alors je me sentais obligée de dire à tout le monde, c'est parce que je suis enceinte, c'est parce que je suis enceinte. C'était atroce. Vraiment, je l'ai hyper mal vécu parce que dans ce boulot, quand t'as une sale peau quand même. Oui, c'est sûr. En vrai, c'est quand même pas évident, même si il y a bien plus grave dans la vie, on est d'accord. Oui, non, c'est sûr. Je le vivais pas très très bien. Et puis j'ai pris quand même quasiment 20 kilos. Donc il y a un moment où t'es là, ça va bien d'être moche, grosse et boutonneuse. Ça va. Donc j'ai essayé de trouver des solutions, sachant qu'en plus, quand t'es enceinte, tu peux quand même pas faire grand chose. Il y a énormément de choses qui sont interdites, des huiles essentielles, aux ingrédients exfoliants, la vitamine A, les acides de fruits, tous ces trucs que j'avais vachement l'habitude d'utiliser pour avoir justement une jolie peau. Donc tous les produits anti-acné, anti-boutons, etc. Tu peux oublier. Et résultat, je me suis vraiment reconcentrée sur un grand principe qui vaut qu'on soit enceinte ou pas, c'est le less is more. C'est-à-dire quand t'es enceinte, t'as quand même globalement, alors plus ou moins selon les femmes, mais la peau qui part quand même en vrille. Une peau qui a tendance à être beaucoup plus inflammée, sensibilisée, rouge, qui tire, enfin qui te pose tout un tas de problèmes. Et dans ce cas-là, la clé qui s'impose un peu à toi, parce que force est de constater que tu peux pas faire grand-chose, parce que t'as trop de choses interdites, mais c'est de lever le pied. Et en gros, je me suis rabattue sur vraiment, mais alors 3-4 produits vraiment essentiels. Notamment de notre gamme au My Cream Skincare, parce que forcément tu construis toujours un petit peu les produits pour toi, donc t'avais vraiment un bon démaquillage très très doux, une crème pas trop riche qui faisait pas de boutons et une exfoliation parce que en fait t'avais quasiment pas le droit à l'exfoliation, c'est trop agressif pour une peau de femme enceinte. Puis les acides de fruits, ça va pas. Tout ce qui est acide de fruits, rétinol, vitamine A, tous les ingrédients exfoliants, il faut les éviter complètement. Mais là, on avait une poudre vraiment toute douce qui faisait le job, mais alors vraiment tout en douceur. Donc je me suis rabattue là-dessus. Et tout d'un coup, tu vois, au fil des mois, j'ai vu les choses s'améliorer parce que, encore une fois, j'avais vraiment levé le pied et que je focalisais sur
apporter du confort, de l'hydratation, ne jamais agresser ma peau. Et en fait, c'est un principe que j'ai gardé vachement après, là, ces derniers mois, après avoir accouché, parce que je me suis rendu compte que finalement, c'est en la traitant avec beaucoup de douceur que ta peau te le rendait bien et que tu retrouvais un petit peu forme humaine. Et ça m'a vachement aidée pendant la grossesse à atténuer un petit peu tous ces problèmes, même si clairement... t'as pas de solution cosmétique à proprement parler à de l'acné hormonal ou voilà, enfin ça se joue ailleurs, mais tu peux quand même déjà continuer à te faire du bien, à te faire plaisir le soir, tu vas reprendre contact un petit peu avec un corps qui te perturbe et dont tu te sens parfois un peu dépossédé et surtout tu remets les pendules à l'heure, tu réapprends les bons gestes, tu te ressens sur l'essentiel et ça en beauté en fait c'est toujours bon, tu vois. Je me suis arrêtée de faire ce qui est mon job au quotidien, donc j'ai un peu pas trop le choix, mais voilà, de tout tester, de picorer, de changer tous les 4 matins. Ça m'a rappelé que c'était jamais très bon, notamment en période de grossesse, mais c'est valable un peu tout le temps, quoi. Et l'acné est parti après ta grossesse, là? Et l'acné, ça a mis quelques mois, puis j'ai jamais eu une peau parfaite non plus, mais ça a mis quelques mois, et là, ça fait, je dirais, 1 mois ou 2 que c'est à peu près rentré dans l'ordre, donc ça va mieux. Ouais, c'est cool. Justement, tu parlais un peu de ton corps, alors du coup, c'est quoi ton rapport à ton corps de maman, le yo-yo qu'on fait pendant la grossesse, en termes de poids, etc. Comment tu te sens par rapport à ça? J'ai toujours été assez exigeante là-dessus, tu vois, je suis pas du tout dans le laisser aller. Je faisais partie de ces nanas, mes copines se sont toujours foutues de ma gueule, mais moi, avant de rentrer le soir, ou à l'époque où j'habitais pas avec mon mec, je pouvais vraiment rentrer le soir, me refaire un brush, me démaquiller, me remaquiller complètement avant d'aller au resto. Je suis un peu contrôle freak sur ces sujets parce que ça me tient vachement à cœur de prendre soin de moi et de renvoyer une belle image et ça a toujours fait partie de moi, je me suis jamais trop posé de questions et j'ai pas changé tellement pendant la grossesse et au moment de l'accouchement, c'est-à-dire que je juge pas du tout le laisser aller et tout, mais je sais que moi ça m'aurait rendue malheureuse, si tu veux, de pas pouvoir me doucher, de pas pouvoir me maquiller parce que j'avais accouché depuis 2 semaines. Je savais que ça ferait pour moi que empirer les choses et que c'était pas me mettre la pression ou me mettre une contrainte que de me dire tous les jours non mais le matin moi j'ai besoin d'attaquer la journée par une douche, me maquiller, me sentir jolie, donc je faisais en sorte de pouvoir le faire. Solal était plutôt cool, donc je le mettais dans son transat, dans la salle de bain et je prenais ma douche et j'ai toujours pris les 45 minutes dont j'avais besoin pour me préparer parce que ça me faisait du bien et que je le vivais pas comme une contrainte, tu vois. Après pendant la grossesse, pour autant, j'ai vachement lâché prise. C'est-à-dire que je me suis pas goinfrée et tout parce que j'avais une mère qui me répétait à longueur de journée qu'en fait je faisais ce que je voulais mais que j'allais le regretter après parce que c'était quand même jamais facile à perdre les kilos parce qu'elle avait pris beaucoup de kilos pendant sa grossesse et elle dit elle dit, te connaissant en plus, si vraiment tu ressens plus à rien à la fin, ça va te déprimer et c'est dommage. Donc c'est plus pour toi que par principe, tu vois, il faut pas prendre trop de kilos, etc. Moi mon gynéco m'a jamais rien dit. C'est vrai? C'est bien. Non, il était hyper cool parce que tu vois, à la fin, il me regardait, il me disait, bon, ça va, vous avez pas trop pris. Je suis quand même à plus 18 kilos, quoi. Donc, si, j'ai quand même pris. Mais, écoute, je me réconfortais en lisant des articles qui disaient, quand on est mince de base, faut qu'on fasse des réserves, c'est normal. J'en ai pris 17 à chaque fois, si ça peut te rassurer. Ouais, tu me rassures parce que t'es toute fine, donc je me dis que c'est possible de récupérer. Mais tu vois, t'as des gens qui disent aussi, et puis de toute façon, c'est un peu génétique, t'y peux pas grand chose, et puis c'est pas lié au poids de l'enfant, je suis pas en train de, tu vois, de menacer la santé de mon enfant, parce que, voilà. Écoute, je me suis assez détendue, j'ai pas fait n'importe quoi parce que j'avais conscience qu'il faudrait les perdre après, mais je me suis pas non plus frustrée pour autant parce que pour moi, c'était un moment de bonheur. J'avoue que les premiers mois, j'étais très angoissée de ma grossesse. J'avais du mal à digérer, en fait, le fait d'être enceinte, d'être tombée aussi vite, ça m'est tombé un peu dessus. Donc, je peux pas dire que j'étais hyper épanouie les premiers mois. Mais passé, tu vois, l'annonce, quand j'ai le ventre qui a commencé à sortir et tout, je pense que j'ai pris pas mal de plaisir à voir mon corps évoluer, à me sentir enceinte. Je suis tout le temps en robe ou en jupe, donc tu vois, j'avais tout le temps des belles robes taille empire, vous voyez bien le ventre, tout le monde me disait que j'allais exploser à la fin. Franchement, j'étais assez énorme, mais ça me faisait marrer, tu vois, j'avais l'impression d'être dans un rôle. Moi qui ai toujours fait hyper jeune, tu vois, ça m'arrive encore, je vais faire mes courses, il y a pas si longtemps que ça, j'étais chez le primeur et il me dit mais vous allez porter tout ça? Je suis non c'est bon, je suis en voiture. Ah bon, mais vous avez le permis, vous avez 18 ans? Oui, j'ai le permis, j'ai 18 ans. Il y en a plein, tu vois, j'ai une tête d'ado, tout le monde m'a toujours dit que je faisais pas mon âge. C'est vrai. Là tout d'un coup, je me disais
ça y est, je suis une femme, une vraie. Enfin, c'était complètement débile, hein, mais j'aimais bien, tu vois. Je passais ma vie à caresser mon ventre. D'ailleurs, je continue à le faire n'étant pas enceinte. C'est un peu chaud, faut que j'arrête. Mais, tu sais, j'étais vachement là-dedans. Je pense que adoré, franchement, j'ai bien aimé. Je me foutais en maillot de bain, j'allais nager. Tout le monde était aux petits soins, tu vois. J'étais dans une famille, j'étais la première, comme j'étais l'aînée et de mes frères et des cousins. Enfin, on était dans les premières à être enceinte. Tu te fais tellement chouchouter, t'as tellement d'attention. Moi, j'ai trouvé que c'était un état ultra privilégié finalement. Franchement, j'ai adoré. Alors après l'accouchement, c'est pareil, c'est un peu comme tout mon vécu, je pense, des premiers mois. Il a été ultra positif, je pense, parce que j'ai été tellement angoissée de ce changement pendant ma grossesse. Je me suis tellement renseignée, j'ai tellement entendu tout ce qui pouvait arriver de dur, de difficile. Que en fait je m'attendais au pire, donc pour mon corps comme pour l'instinct maternel, le fait d'avoir une révélation à l'accouchement. Je me suis dit bon bah ok, moi je sais que je suis une fille qui a tendance à me poser des questions existentielles, donc je sais le baby blues, c'est sûr, c'est pour ma gueule. C'est sûr que j'aurai pas de révélation quand on me le posera sur moi, c'est sûr que je vais à mort pleurer parce que j'ai besoin de tellement de sommeil, on va tellement m'en enlever, c'est sûr que ce sera très dur, mais bon je le sais, voilà, ça me stresse mais je le sais. Bah résultat, en fait, je savais que les jours d'après, on avait encore son ventre de femme enceinte. Donc, si tu veux, j'ai pas été surprise. Pour moi, c'était normal. Et puis, je l'avais dit à tout le monde. J'avais dit à mon mec, je te préviens. La semaine d'après, tout le monde le dit. Donc, moi, je ferai pas exception. T'es énorme encore après, je te préviens. Et puis, tu sais, il faut 9 mois pour faire un bébé, il faut 9 mois pour le défaire. T'as bien entendu. Parce que... c'est vrai. Voilà. Et en fait, je pense que j'étais tellement préparée que résultat... Mon mec était très bienveillant vis-à-vis de tout ça. Moi, je me disais, bon, bah, c'est sûr, c'est pas drôle, hein. Enfin, clairement, tu rentres chez toi, t'es obèse. Quand t'as pris 18 kilos, tu vois là, il me reste encore 7 kilos à perdre. Enfin, je les ai pas perdus. Je vais pas te dire que je suis contente de pas les avoir perdus, mais je me dis, bon, il y a un temps pour tout dans la vie. Ça fait 6 mois. Je trouve que tout le personnel médical est vachement, que ce soit la sage-femme, le gynéco, tous les gens que tu vois, ils ont cette fameuse phrase de il faut 9 mois pour faire un bébé, il faut 9 mois pour le défaire. Je sais que j'ai pas une tendance au laisser aller, donc je suis pas en train de m'angoisser et de me dire je vais me traîner ces 10 kilos toute ma vie. Enfin, oui, bien sûr. Je trouve que oui, il y a une pression sur le corps de la femme globalement, mais sur le corps de la femme enceinte quand même de moins en moins. Et oui, là je me dis bon bah le timing est parfait. J'ai pas envie de ressembler à une grosse vache cet été sur la plage parce que si je le vivais bien, ça me posait pas de problème. Mais je sais que je le vivrais pas bien moi parce que c'est pas dans ma personnalité. Je suis toujours habituée à être assez mince. J'ai besoin de ça. Donc je sais que je ferai les efforts pour, tu vois, là je me suis remise au sport il y a 2-3 semaines, alors doucement parce que c'est dur et que j'en ai pas super envie, mais bon, voilà, je me mets pas plus de pression que ça. Je pense qu'après le premier, j'espère, après le deuxième et le troisième, les choses se récupèrent, c'est une question de volonté. J'ai une cicatrice de césarienne, bon, elle est sous le maillot de bain, enfin si tu veux, je me dis, bon... Pareil, il y a plus grave dans la vie, ça fait partie de ma petite histoire. C'est cool. Non, mais c'est bien donc au final, ça va. Je préférerais clairement avoir 7 kilos en moins dès maintenant. Je te le cache pas. Je vais pas te dire que je suis 100% à l'aise parce qu'on tourne beaucoup de vidéos au bureau, tu sais, pour le site, pour tous les contenus du journal. Et clairement, ça fait 6 mois que je dis au final, non, moi je tourne pas maintenant parce que je me sens grosse et j'ai pas envie. Mais ça me va. Enfin, je me dis, si j'en suis encore là dans un an, je te dirai pas la même chose. Mais là, je me dis que c'est à peu près normal de pas se trouver canonissime. Et c'est normal de s'y remettre doucement et de se laisser un peu le temps, quoi. Donc, globalement, ça va. Mais du coup, je réalise que j'ai complètement oublié de te poser une question importante. Est-ce que tu l'as eu, du coup, cette révélation? Enfin, quand est-ce que tu t'es sentie devenir maman? Du coup, t'en as parlé un peu. Bah, écoute, au final, c'est venu assez naturellement et finalement assez tout de suite. Tu vois, ça fait partie de mes belles surprises, tu vois, à l'accouchement. Non, mais comme quoi, on peut rien prévoir. Enfin, je pense que j'étais vraiment la cible idéale pour le baby blues parce que j'étais vraiment angoissée avant, mais je pense que toute cette angoisse m'a vachement servi. C'est que finalement, j'ai pas eu de mauvaise surprise, je suis pas tombée de haut, je m'attendais en fait à rien. Enfin, en fait, si, je m'attendais au pire. Tout en sachant que ça rentrerait dans l'ordre, hein. Mais je m'étais vraiment préparée au fait que les premiers mois soient très difficiles. Claque, quoi. Je m'attendais à une grosse claque. Et en fait, je pense que t'as deux choses. J'ai été habituée dans la vie, tu vois, que ce soit pour ma boîte ou pour d'autres choses plus personnelles, ou quand t'as une montagne devant toi. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit, faut pas regarder la montagne, en fait. Faut y aller pas à pas. Et à chaque jour suffit sa peine.
Et je pense que elle m'a transmis cette forme de décontraction, de conviction que tout finit par bien se passer. Enfin, même si tu passes par des phases difficiles, que tout finit par bien aller, etc. Et qu'il faut pas se faire des montagnes, tu vois. Et en l'occurrence, c'est comme pour le boulot, quand les gens te disent mais mon Dieu, mais c'est pas une pression énorme d'avoir la responsabilité de tous ces gens. Et je me dis, en fait, moi, dans ce cas-là, ma solution, c'est peut-être pas la bonne, hein, mais moi, elle me convient, c'est un peu le déni. Mais en fait, j'y pense pas, quoi. Si tu te réveilles tous les matins en te disant, pendant la période de levée de fonds, si j'arrive pas à lever de fonds, c'est 70 personnes qui sont sur le carreau, parce qu'on n'aura plus de sous et qu'on va faire faillite, moi, ça m'inhibe et ça m'immobilise. Donc, je décide de ne pas y penser. Et j'ai toujours pensé dans la vie que rien n'était grave. Ça agace d'ailleurs pas mal de gens dans mon entourage, parce que parfois il y a des gens qui disent t'as pas envie de te secouer un peu? Bien sûr que si, ça peut être grave. Je pense qu'il y a rien de grave, et je pense que en tout cas la plupart des problèmes, sauf évidemment les problèmes de santé et ce genre de choses qui, ça pour le coup me font très peur, sur tout le reste j'estime qu'il y a des solutions. Donc si tu veux, quand mon enfant est né, je me suis pas amusée à penser et à bien me forcer à réaliser que tout d'un coup j'avais une responsabilité énorme sur les épaules, que ce petit être, je pourrais jamais m'en détacher, sinon sans moi il mourrait. Enfin, tu vois, je me suis pas amusée à me faire du mal en fait. Je me suis dit prenons les choses avec légèreté. Pareil, j'avais mon mec, ma mère qui sont des gens très détendus, hyper bienveillants, qui me disaient mais c'est comme tout, le changement, t'inquiète pas, il va pas non plus se faire complètement du jour au lendemain. Et c'est très très vrai. Enfin, en fait, ma vie juste après l'accouchement, elle a pas tant que ça changé. Enfin, en fait, on continue à pas mal dormir le week-end parce qu'on se relayait, et qu'au final, un bébé au début, il dort pas mal. Enfin, au début, il dort. Tu vois, c'est si on a sous réserve qu'il pleure pas. Et encore une fois, si on a un peu de chance, il pleure pas tant que ça. Et en fait, au début, tu peux pas mal le trimballer. Enfin, nous, notre anniversaire de mariage, il est tombé quand Soleil, il y avait 2 semaines. On s'est fait un resto gastronomique qui a duré 3h30 avec la poussette à côté. Ça aurait pu très mal se passer, hein. Non, si mais c'était réveillé au milieu. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé que ça servait à rien quand je l'avais dans les bras au tout début de me dire mon Dieu, comment il dépend de moi, parce que moi, la notion de contrainte m'oppresse très 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 vite. Donc j'ai fait en sorte de pas trop y penser. Et par contre, j'ai été hyper agréablement surprise par la vague d'amour, tu vois, qui m'a complètement envahie, et le côté très naturel de la chose, mais aussi parce qu'encore une fois, pour Jonathan, c'était très naturel. J'étais entourée de gens pour qui tout ça, c'était très très naturel, donc ça s'est fait. Et je pense que j'ai été élevée là-dedans aussi. Et honnêtement, je pense que ça joue énormément, parce que en fait, quand tu élèves un enfant, t'as beaucoup de choses du passé qui reviennent, de ta propre enfance. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, j'ai été élevée par une maman qui, je pense, à l'époque où on parlait pas du tout de Montessori, était inconsciemment complètement dans la bienveillance, dans l'empathie, dans la sérénité, dans la légèreté, dans le côté très instinctif de tout ça. Et je pense qu'en fait, ma chance, c'est qu'au moment juste après l'accouchement et tous ces premiers mois, tout ça s'est remonté de façon très naturelle. Je me suis rappelé à quel point, quand j'étais petite, c'était simple, et à quel point, donc, grâce à mon mari aussi, pour qui tout ça, c'était très simple, j'ai très vite eu la possibilité de me focaliser sur à quel point les choses peuvent être simples, tu vois. Ce qui veut pas dire qu'il y avait pas des moments où j'étais épuisée. Non, mais bien sûr. Ce qui veut pas dire que j'ai pas pleuré toutes les larmes de mon corps les premiers jours à la maternité. Mais pour autant, ça s'est fait assez naturellement. J'ai trouvé que c'était plus facile que tous les tableaux qu'on avait pu me dépeindre et auxquels je m'étais préparée. C'est génial quand c'est comme ça. Et voilà, et au final, ça se passe plutôt bien. Après, j'ai conscience que c'est un long chemin, que les équilibres sont tous ultra précaires, tu vois. C'est ce que je te disais quand t'es arrivée tout à l'heure. Les 5 premiers mois, je trouve, ont été, alors toute proportion gardée, mais d'une facilité assez déconcertante. Et là, ça fait 2 semaines avec le boulot que je prends très cher. J'ai passé un week-end horrible où Solal, je pense, commence à faire ses dents. Et j'ai compris ce que c'était que de vraiment pas dormir la nuit pendant 3 nuits d'affilée. Je dis pas que c'est facile, mais ouais, ça se fait assez phases, naturellement, et il y a des phases, et ça se fait, quoi. Ça se fait. Super, j'adore cette philosophie. Et pour finir, Juliette, est-ce que tu aurais des inspirations, enfin, je sais pas, des bons plans, des livres qui t'ont aidé pour traverser justement avec sérénité toute cette phase? Il y a plein de petites choses, ça va, tu vois, du petit conseil hyper concret qui, moi, me bassinait quand je l'entendais quand j'étais enceinte. Je supportais pas trop qu'on me donne des conseils, mais tu vois, quand on dit faut dormir avec son bébé, en fait, au début, il y a des bébés plus ou moins faciles, qui dorment plus ou moins, qui pleurent plus ou moins, mais globalement, c'est ce que tu lis partout, hein, ils dorment quand même entre 15 et 20 heures par jour.
Donc fondamentalement, si tu peux dormir en même temps que lui, d'où l'importance aussi à la maternité, c'est pareil, je l'avais beaucoup entendu, je ne l'ai pas fait, je le ferai pour le deuxième, de limiter un peu les visites pour avoir le temps c'est clair. D'être dans ta bulle, de te reposer, de dormir quand il dort, parce qu'en fait, sinon t'as des visites et quand il dort, ben tu peux pas dormir. Et après, quand les gens partent, ben, c'est le moment où potentiellement ton bébé est réveillé, etc. Mais moi, les rares moments, les rares périodes, tu vois, où je l'ai vraiment fait, donc pas à la maternité, mais les semaines d'après, quand on est parti en vacances dans le sud, ensuite en novembre, quand j'ai pris mon mini petit congé mat, là, au final, je me sentais alignée avec mon bébé, en connexion, et surtout, j'étais relativement en forme. Et ça permet d'engranger quand même des réserves pour la suite, parce que je pense que la fatigue, en tout cas moi de mon expérience, c'est pas tant les premiers mois qu'elle se fait sentir, c'est maintenant. C'est quand il y a un petit peu d'accumulation. C'est clair. Donc voilà, ces petits conseils à la con, ils sont pas si idiots. La fameuse phrase « It takes a village », tu vois, to raise a child, je sais plus ce que c'était, mais genre, c'est hyper vrai. Et c'est pareil, moi dans mon orga, tu vois, là, on déménage, on achète un appart pour avoir une deuxième chambre. J'ai fait en sorte un peu délibérément que ce soit toujours à 10 minutes du bureau et accessoirement à 10 minutes de chez ma mère. Ça, c'est génial. Voilà, ça en fera rire certains, mais n'empêche que ça a l'air con à dire, mais c'est un peu la clé. Pourtant, je l'ai laissé à dormir que 4 fois en 6 mois. Mais les 4 fois, en fait, c'était les moments où j'en avais vraiment besoin. Et je pense qu'il faut... moi, pareil, je suis complètement décomplexée par rapport au fait que parfois, j'en peux plus, j'y arrive pas et j'ai besoin d'appeler au secours. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que ça dérape jamais complètement, quoi, parce que avant que ça dérape, en fait tu trouves une nouvelle orga avec ton mec ou t'appelles ta mère et je pense que voilà, ce côté ne pas avoir peur d'appeler au secours, c'est en fait c'est vraiment la clé. Et toujours s'écouter. Et on n'a pas tous après les moyens de trouver 15 000 solutions ou d'aller au spa une journée. Enfin, j'imagine que si t'es salarié et encore, tu peux peut-être poser une journée. Tout le monde pourra pas mettre en place les mêmes solutions, mais je suis sûre que chacun a les siennes et que moi je suis un peu convaincue qu'il y en a toujours. Donc vraiment se poser un maximum de questions sur ce qu'on veut vraiment et pas subir les choses, parce que généralement après quand on se réveille c'est un peu tard, la coupe a débordé et c'est beaucoup moins simple que si tu te dis tout le temps que tous ces équilibres ils sont toujours précaires, ils nécessitent toujours de se poser des questions, mais pour autant que tu fasses ça, ça dépend des périodes, mais c'est pas toujours si compliqué de trouver des solutions. Moi, j'incite vraiment les gens à se poser des questions. Ce qui n'empêche pas d'être dans l'instinct, dans des choses assez naturelles. C'est pas du tout antinomique. Ouais, non, mais bien sûr. Et sinon, après, moi, j'ai lu pas mal de tout ce qui est bouquin, podcast. Franchement, je pense que même si c'est comme tout, tu vois, il y a le downside qui est que je pense que j'étais un peu angoissée aussi parce que j'avais entendu trop d'histoires d'accouchement qui se passaient pas bien. Et, tu vois, donc c'est clair. Mais bon, clairement, 90% du truc, c'est quand même que je me suis dit, ok, c'est facile pour personne, donc c'est normal si c'est pas facile pour moi. Chacun a son modèle, donc il faut que je trouve le mien et que je m'autorise à réinventer mon propre modèle, tu vois. Je trouve que ça a vachement aidé. Donc les podcasts comme le tien, Nouveau Chapitre, les Louves, Bliss, la matrescence, tous ces trucs-là, franchement, moi j'invite les gens à les écouter parce que c'est assez génial de décomplexion, d'infos, quoi. Ouais. C'est des infos et de la bienveillance à balle, quoi. Et donc franchement, ça fait du bien, surtout si on en a pas beaucoup autour de soi. Enfin, moi, je vois que j'en avais beaucoup et pour autant, j'avais besoin de la complémentarité de ces deux bienveillances, tu vois, parce que du côté de ma mère, c'était beaucoup de facilité, beaucoup de bienveillance, mais quelque part peut-être aussi quelque chose d'un peu intimidant à se dire ça avait l'air tellement facile pour elle. C'est la même mère. Donc, et alors l'accouchement qui ressemble vaguement à une petite gastro, maintenant que je l'ai vécu, je suis là, bon, quand même, tu déconnes, c'était facile. Mais parce que je pense aussi que 30 ans après, c'est comme tout le monde, tu refais toujours un peu l'histoire et tu oublies. Mais moi la première, tu vois, je te dis ça. Et la dernière fois, je regardais les boucles WhatsApp, tu vois, des 3 semaines après l'accouchement, et je disais quand même, cela il pleure, je suis fatiguée, c'est dur. Bon, en vrai, je m'en souviens quasiment pas, tu vois. Mais donc voilà, ces podcasts, ces bouquins, tu vois, moi j'ai beaucoup lu les bouquins de Catherine Guéguin qui commencent à être très connus maintenant. Ouais. Mais tous ces bouquins sur ça, sur Montessori, tu vois, ça m'a permis aussi de prendre de la distance par rapport à tous les conseils de la génération du dessus qu'on pouvait me donner. Ça m'a permis de mettre des mots sur ce qui était peut-être du bon sens chez moi, mais de me dire, ok, ça c'est vraiment important. De me détacher aussi de certains conseils parce que tu vois, Montessori, moi j'adhère à fond, mais évidemment que tout n'est pas possible. Tu vois, par exemple, faut pas mettre le lit à barreaux, faut mettre ton enfant sur un matelas par terre.
Bon, nous, on l'a passé du coup fin berceau, tu vois, au lit à barreaux ce week-end. J'aime autant dire qu'il est absolument hors de question qu'il n'ait pas de barreaux. Sinon, j'ai beaucoup trop peur. Il va s'échapper la nuit, je ne sais où. Tu vois, il suffit qu'il roule, qu'il tombe. Donc, je trouve ça sympa parce que ça te donne, comme les podcasts, plein d'infos que tu t'appropries ou pas. Et dans toute cette logique qui consiste à créer ta propre recette, ton propre modèle, et moi je pense que c'est juste ça la clé, c'est de construire ton propre modèle, et ben ça te donne quand même des billes. Ouais, et ça t'aide à prendre tous les petits ingrédients qui toi te parlent pour faire ta propre recette, quoi. Donc j'invite vraiment tout le monde à lire, à écouter, parce que ça aide vraiment. Moi ça m'a beaucoup aidé. C'est clair. C'est clair. Bah écoute, merci beaucoup Juliette pour cette discussion. Merci Marie. Puis si on veut te suivre ou te contacter, t'as un compte Instagram? Ouais. Bien sûr, il y a Oh My Cream. Voilà, il y a le compte Oh My Cream et mon compte Instagram c'est Juliette Lévy Cohen, tout attaché. Ok, voilà. Super. Bah merci beaucoup. À bientôt. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de laisser un avis et 5 étoiles. Pour ne rien manquer des futurs épisodes et de l'actualité de Joli Bump, rendez-vous sur Instagram @jolibump et sur Facebook. À très bientôt.